Bonsoir à tous, on se retrouve comme d'habitude dans votre magazine d'actu, culture et société tous les mardis 19h-21h. Je suis So Spencer, votre go, so sweet, so chill. On est là pour débriefer de l'actu, alors posez-vous chez vous, en voiture, sur l'ordinateur, devant vos écrans, sur votre téléphone. Vous pouvez nous regarder en direct sur move.fr, comme tous les mardis on est ensemble. Et moi je suis accompagnée de ma team, Florence et Leïla. Salut. Au menu de la pluie et le beau temps, aujourd'hui, on va parler de la montée du masculinisme, cette idéologie qui promeut la domination masculine et qui s'oppose à l'émancipation des femmes et des personnes LGBT+ dans la société. Cette idéologie gagne en puissance depuis le début du mouvement MeToo en 2017. C'est assez paradoxal, mais c'est ce qu'ont révélé les ONG Equipop et l'Institut du genre en géopolitique dans un long rapport publié le 16 octobre dernier. Pour eux, tous les moyens sont bons pour maintenir un ordre social sexiste et misogyne. Et Leïla, t'es notre enquêtrice du jour. Alors aujourd'hui, j'ai mené. Vous verrez, j'ai mené l'enquête. Elle est allée au cœur des groupes masculinistes, c'est juste hallucinant. On se demandera aussi quelle est finalement la place de l'homme dans la lutte féministe. La semaine dernière, après une nouvelle apparition publique, Madonna a été la cible de commentaires sur son physique. Interrogé par le Daily Mail, le docteur américain Barry Weintraub, spécialiste en chirurgie, a déclaré que la chanteuse avait eu recours à au moins 12 procédures esthétiques sur son visage. Alors, avec cette actu, nous, on a décidé de se pencher sur le phénomène de chirurgie esthétique qui a pris beaucoup d'ampleur ces dernières années, et notamment chez les plus jeunes. On estime que plus de 320 000 procédures de chirurgie esthétique et 420 000 de médecine esthétique seraient réalisées chaque année en France, entre diktats de la beauté, construction sociale, influence du net et les influenceurs qui pullulent. Vous verrez que ces techniques parfois frauduleuses et dangereuses viennent mettre en péril la vie des jeunes qui représentent aujourd'hui la cible principale de l'industrie chirurgicale. Leïla, encore une fois, a mené l'enquête. J'ai tout mené aujourd'hui. Et vous verrez que ce business illégal est juste hallucinant. Elle était la star des années 2000 et pourtant son destin a été broyé par le star system. Britney Spears a sorti aujourd'hui ses mémoires, La femme en moi, dans lesquelles elle raconte sa vérité, de sa brutale et précoce ascension alors qu'elle était encore adolescente, jusqu'à sa descente aux enfers en 2007 et surtout cette longue tutelle qui l'a privée de toute liberté pendant 13 ans. La chanteuse entend bien se réapproprier son histoire et avec cette grosse actu people, nous, on reviendra ici sur l'impact de la presse à scandale et sur un phénomène communautaire et sociologique assez curieux, les fanatiques. Comment l'Afrique est devenue le nouvel Eldorado des marques de luxe. À en croire les études, le continent pourrait devenir dans 30 ans la région du monde la plus grande, la plus rapide, la plus forte, la plus attractive pour le commerce de détail. Et ça, figurez-vous que les marques de luxe l'ont bien compris. C'est en décembre 2022, l'Égypte a accueilli sa première Fashion Week. Chanel a aussi organisé son premier défilé. Et vous verrez que le marché du luxe en Afrique devient peu à peu incontournable sur la planète mode. Bref, tout ça et bien plus encore, c'est dans la suite de La pluie et le beau temps, épisode 9. Let's go. Tous les mardis jusqu'à 21h. Move. La pluie et le beau temps. Et c'est parti, on va commencer l'émission. Et moi, j'ai une première question pour vous, les filles. Je débute direct. C'est quoi pour vous un mâle alpha ? Ok. Alors, c'est un mâle dominant qui pleure pas, qui fait des pompes, qui casse tout, qui ne se douche pas dans la douche, mais dehors, que de l'eau froide, des glaçons. Ça marche, ok. Alors, vous avez la représentation du mâle alpha pour les filles. Nous, on va parler du masculinisme. Alors, comme je vous l'ai dit dans le sommaire, ce terme désigne une idéologie qui promeut la domination masculine et qui s'oppose à l'émancipation des femmes et des personnes LGBT+ dans la société. Arrêtez de dire que la place de la femme c'est la cuisine. Comment vous voulez du coup qu'elle s'occupe du repassage, du ménage, des autres pièces de la maison ? Ouais, vous avez bien entendu. C'est horrible. Du coup, vous voyez ce genre de discours ? Et ben, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, on en entend à gogo, soit sur un ton humoristique ou non. Là, c'était Thibaut InShape. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte d'effet rebond depuis que la parole des femmes s'est libérée avec le mouvement MeToo en 2017. Aujourd'hui, des sphères tentent d'imposer un discours de valeurs machistes, misogynes, voire même de faire reculer le droit des femmes. Et justement, un rapport publié lundi 16 octobre par l'ONG Equipop et l'Institut du genre en géopolitique a révélé la montée en puissance du masculinisme. Alors bien sûr, l'idéologie elle est pas née avec les réseaux sociaux, mais aujourd'hui dans notre monde numérique, c'est vrai qu'elle est plus facilement transmissible, ce qui leur a permis en fait de rassembler de nombreux hommes, peut-être des mâles alpha, vous voyez, soucieux de faire maintenir un ordre social sexiste et misogyne. Alors d'ailleurs, il existe des mouvances dans ce qu'on appelle la manosphère. Ouais, la manosphère, la sphère des mânes. Et on va écouter un extrait d'un reportage diffusé sur TV5 Monde.
Je veux que les féministes meurent. L'interdiction de l'avortement en Alabama me remplit de joie. Les femmes ne sont pas faites pour être indépendantes. Leur nature est d'être dominées et violées par les hommes. Ces internautes revendiquent appartenir à la mouvance incel, l'abréviation anglaise pour involontairement célibataire. Une sous-culture qui s'inscrit dans un mouvement masculiniste et sexiste plus large, fortement présent sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la manosphère est une idéologie à part entière dont certains défenseurs n'hésitent pas à prendre les armes lors de tueries de masse, comme en 2018 à Toronto, un homme avait tué 10 personnes, majoritairement des femmes, au nom des incels. Vous avez bien entendu, c'est réel. Du coup, des actes malheureux comme des crimes, il y en a. Mais comme je vous le disais, au niveau d'Internet, il existe aussi des influenceurs masculinistes comme le youtubeur français Papacito. Alors lui, il multiplie les vidéos chocs et c'est d'ailleurs une de ses répliques reprises par le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui a énormément choqué. Ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Toute la fachosphère s'empare de la réplique, devenue un gimmick populaire qui arrive jusque sur les plateaux télé. Ce sont vos chiffres. Non mais calmez-vous madame, ça va bien se passer. Aujourd'hui il y a une baisse de 30%. Ça va bien se passer, il va bien se passer. Non mais il y a 30% de baisse. Pause. Oh, je vous demande pardon. Comment ça vous va parlez bien se passer madame, vous allez voir. Mais il y a 30%. Tactique pour attirer un électorat jeune et viriliste sans se faire repérer du grand public ou dérapage sexiste, la question reste en suspens. Mais une chose est sûre, dans la bouche du ministre de l'Intérieur, la phrase choque tout un pays. Tu m'étonnes. J'ai vu le visage des filles, elles s'y attendaient pas. Je m'en souvenais de ce passage en plus, mais il choque toujours autant. Ouais, genre là je me suis dit putain il répète en plus. Non mais très sûr de lui Gérald. Bon alors ce type de discours haineux en ligne a des conséquences néfastes à l'échelle collective et individuelle, mais pour autant face à la libération de la parole féminine, on observe de plus en plus de love coach, vous savez, ces nouveaux love coach capitalistes qui se basent sur le développement personnel. Andrew Tate par exemple, lui c'est un ancien quadruple champion du monde de kickboxing et surtout c'est le fondateur de la Hustler Academy, en gros l'académie des arnaqueurs en français. Lui en fait il donnait des cours en ligne, non mais écoutez les meufs, il donnait des cours en ligne dans lesquels il apprenait à ses abonnés à devenir riches, puissants, donc du coup à être selon lui un mâle alpha. T'as capté ? Un mec bien puissant. Et au final, il a été banni des réseaux sociaux pour incitation à la haine et à la violence. Mais c'est pas... Mais tu m'étonnes. Mais vous savez quoi ? C'est pas le cas de tous, parce qu'en vrai, des coachs en séduction, il y en a plein qui pullulent sur le net. Et justement, Leïla, c'est notre inspectrice du jour. Toi, t'as enquêté sur ce phénomène des coachs en séduction 2.0. Et ouais, parce qu'en France, ils sont seulement une dizaine, du coup, de coachs officiels en séduction qui tentent de rétablir la notion de mâle alpha. Et pour eux, MeToo, Balance ton port, ils ont un peu remis en cause le modèle du patriarcal, et ont provoqué une crise de la masculinité. Et on se rend bien compte que la séduction, c'est juste une petite partie du message qu'ils véhiculent. Ils sont opposés à l'idée d'égalité entre les femmes et les hommes. Et ils cherchent à établir une pensée selon laquelle la femme, elle est soumise, inférieure et qu'il faut la protéger parce que c'est une petite chose fragile. Mais bien sûr. Mais du coup, toi, Leïla, en fait, si j'ai bien compris, t'es allée faire un tour sur les sites et dans les forums de ces mecs masculinistes, coachs en séduction. Tu peux nous dire ce qu'ils t'ont dit ? Alors, déjà, je vais vous expliquer. Je me suis inventé une vie. Une vie. Donc, j'ai créé un faux compte TikTok, Kiki92. Je suis morte. Kiki. Donc, je me suis fait passer pour un gars de 15 ans, tu vois, qui arrive pas trop à draguer de filles à l'école ou dans sa classe parce que j'ai dit que les filles, elles étaient un peu trop sélectives et qu'elles pensaient qu'elles étaient mieux que lui. Et du coup, j'ai DM des mecs qui réagissaient et qui repostaient des vidéos donc d'Andrew Tate dont tu parlais tout à l'heure, Alexis Chen ou Léo le philogine. Oh là là, mais c'est Et du coup, je leur ai demandé des conseils et j'ai bien insisté sur le fait que j'avais 15 ans, donc du coup que j'avais pas de carte bancaire, donc je pouvais pas adhérer au site et aux plateformes auxquelles ils adhéraient. Et du coup, franchement, ils ont été sympas, ils ont été généreux parce qu'ils m'ont donné des conseils, ou plutôt à Kiki92, et ils lui ont envoyé des captures d'écran, des coachings personnalisés qu'ils avaient fait. Donc, ce que j'ai pu lire, c'est qu'il faut jamais offrir de fleurs au premier date à une femme parce que c'est pas viril et que les femmes, elles respectent pas les mecs gentils et que, en fait, elles aiment les hommes dominants et qu'elles sont excitées par les connards. Tu peux me dire, s'il te plaît, où ils vont chercher toutes ces conneries ? Je suis choquée. Alors, ils vont chercher ça dans des livres de psychologie de comptoir, tu vois, qui sont sortis dans les années 2000, comme La sociologie d'un dragueur d'Alain Soral. Ouais. Donc, c'est un essayiste d'extrême droite. Oui. Et le livre, il est rempli de conneries sexistes, de clichés et de généralités sur les femmes ou sur ce qu'elles aiment. Tu vois, on peut lire, donc, je cite, « La pétasse est une couche utile qui ne s'est pas donnée. » Et le dragueur cherche les pétasses pour retrouver le plaisir de punir. Oui, c'est écrit noir sur blanc. Wow. Et du coup, il conseille aussi aux hommes d'être des prédateurs sexuels, mais
civilisée. Ok, et du coup, ça s'adresse à qui? Alors en fait, leur contenu s'adresse à des hommes donc plus ou moins âgés. En fait, il y a de tous les âges malheureusement, qui sont amoureusement isolés et qui pensent que s'ils trouvent pas l'amour, c'est à cause d'une société qui a trop masculinisé entre guillemets les femmes. Et du coup, si on les écoute, le marché de la séduction, il est en crise à cause des féministes et des femmes indépendantes et éduquées. Ils essaient donc du coup de rassembler ceux qui pensent qu'on est allé trop loin et qu'il y a un déséquilibre dans les relations hommes-femmes. Et du coup, avec leur marketing sur des plateformes comme TikTok ou YouTube, ils donnent des conseils séduction, sport, finance, sexo, drague sur les applis. Mais il y a aussi des cours. Donc si on veut aller plus loin et qu'on s'inscrit à leur formation, il y a des coachings en présentiel avec des exercices pratiques comme la drague de rue. Quelle angoisse. Waouh. Du coup, en plus de ces échanges en ligne et des coachings personnalisés, il y a aussi des plateformes très sélectes où ils peuvent parler librement. Et du coup, je crois que Kiki92 en a eu un aperçu. Alors Kiki92, il en a vu des choses. Aïe, aïe, aïe. Et du coup, là, j'ai continué à tout donner. Donc toujours derrière mon faux compte TikTok, j'ai appris que les membres donc premium du site Philogine donc se retrouvaient sur un Discord tous les mardis. Ah, comme nous, tous les mardis. Voilà. Mais c'est vrai. Pendant qu'on parle, ils sont peut-être sur Discord. C'est pour ça, c'est la contrue. Hein. Et du coup, là-bas, ils peuvent parler sans fuite. Des fuites, il y en a eu. Vu que moi, il y a un des mecs qui m'a tout envoyé via Snapchat. Donc pour pas que je puisse enregistrer, je pense, tu vois, et qu'il n'y ait pas de traces. T'as créé un faux compte Snap. Ah oui, j'ai tout fait. Kiki is everywhere. Donc j'ai pu lire ou entendre les précautions à prendre en cas d'accusation de viol. C'est fou. Donc il y a un des membres qui explique qu'il faut jamais avouer et reconnaître qu'il y a pu avoir viol. Et je cite, il faut rester charismatique et être plus convaincant qu'une nana qui chiale. Wow. Franchement, des conneries comme ça, j'en ai lu vraiment pendant 40 minutes. J'avais la tête comme ça. Wow. Et du coup, sur cette plateforme, ils peuvent échanger sur des sujets impossibles à aborder sur YouTube, TikTok ou Instagram, car en fait, ils ont tout simplement peur d'être bannis ou censurés. Et ils évoquent l'homosexualité, la dangerosité du lobby LGBT, ou encore le fétichisme des tétons. Ça revient beaucoup, les tétons. Ok. Et tout ça avec la certitude qu'aucun de leurs propos, du coup, sera révélé, et du coup, qu'il n'y aura jamais de plainte contre eux. Et le plus dangereux, moi, je trouve, c'est qu'ils s'adressent quand même à un public de plus en plus jeune, parce que Kiki92, faut pas l'oublier, il est censé avoir 15 ans. Et personne n'a hésité à lui envoyer ce genre de choses. Et du coup, donc que vous soyez jeune ou vieux, s'il vous plaît, les mecs, n'allez pas gâcher votre argent avec ce genre de coach. Déjà, de une, ils vont vous arnaquer. Et de deux, ils vont vous bourrer le crâne avec des idées sexistes et criminelles. J'ai du mal à penser que ça marche. Donc je me dis, qui sont ces gens ? En fait, je me dis qu'il peut y avoir des gens qui sont tellement tristes peut-être d'être tout seuls ou tellement isolés qui se disent que ça va résoudre tous leurs problèmes. Et puis des fois, quand toi, t'arrives pas à acquérir quelque chose, t'as ce truc de peut-être c'est pas moi qui vais mal, peut-être que c'est les gens qui voient plein de losers ensemble, ils sont en mode bon. On est forts tous ensemble. Ouais, Exactement. Voilà, en vrai, nous, tu vois. Donc l'amour, c'est comme l'amitié pour moi, ça se trouve un peu partout sur les réseaux, au travail, même à tous les coins de rue. Et si on vous recale, si on vous donne des faux numéros, c'est pas grave, continuez à chercher, ça finira bien par venir. Grave, en tout cas, je vous déconseille les manosphères, les masculinités. Je pense qu'elle a fait changer plus d'un incel. Alors là, avec mon petit discours de fin là. Je pense qu'on a éveillé les consciences. En tout cas, qui vivra comme on dit les filles. Hein. Bon. Mais du coup, le féminisme, c'est souvent perçu comme féminin déjà. Et c'est un engagement qui paraît improbable pour un homme. Parce qu'en fait, c'est par essence contraire à ses privilèges. Pourtant, cette lutte, elle doit être menée des deux côtés. Même si on n'est pas sur les mêmes bases, ça reste la moitié de l'humanité quand même. Ouais. Donc, la question, elle se pose concernant leur place. Et pour y répondre, faut faire un peu un retour en arrière dans les années 1870. En fait, ce qui est marrant, c'est qu'à cette époque, la question, elle se posait même pas, parce que les hommes, ils faisaient partie intégrante du combat, puisqu'on pouvait pas dealer sans eux, c'est-à-dire qu'ils étaient là politiquement, dans tous les domaines. Ah oui. Ouais. Et d'ailleurs, ce qui est encore plus drôle, c'est que parmi les grandes figures du féminisme, du coup, on trouve Léon Richer, du coup un homme, et lui, c'était le rédacteur du journal Le Droit des Femmes, qui a carrément été qualifié de fondateur du mouvement par Simone de Beauvoir. Okay. Et du coup, une dizaine d'années plus tard, les femmes, elles se sont dit qu'en fait, les hommes n'étaient pas si essentiels, voire parfois même indésirables. Et donc, finalement, elles ont créé le journal La Fronde. Et c'était le premier exemple de non-mixité. Ça a été hyper émancipateur pour elles d'avoir ce cercle dans lequel elles pouvaient parler d'expériences individuelles et prendre conscience des violences systémiques. Moi, je voulais vous demander à vous, c'est quoi votre avis sur justement ces cercles en non-mixité ? Est-ce que c'est quelque chose que vous
aimer. Bah ouais, c'est cool de se retrouver entre meufs de temps en temps, Ouais, n'est-ce carrément. pas? C'est trop bien. T'en penses quoi, toi, Leïla? Bah déjà là on est entre meufs. Bah voilà, exactement. C'est un Non, cercle mais en en soi, mixité. voilà. Mais en vrai, c'est trop cool que tu vois des femmes puissent un peu se réunir et échanger sur des problématiques auxquelles elles sont confrontées un peu tous les jours et qu'elles seules peuvent comprendre. Bien sûr. Après, moi je trouve que c'est grave pas ce genre de rassemblement qui mettent les hommes à l'écart du féminisme, au contraire. Bah tu oui, vois. complètement pas, sachant que là c'est juste mettre la parole aux concernés Oui. et faire en sorte qu'elles aient de l'espace là où elles en ont Mais pas comme j'aurais ailleurs. aucun problème avec une assemblée d'hommes, bah, sachant qu'il y en a plein. Ouais, mais justement, moi je trouve que là il y a un problème parce que ça Ah ouais donne les incels, c'est comme ça qu'ils se sont créés, tu vois. Mais bon, Le groupe. en tout cas, eux ils ont un gros problème avec le fait qu'il y ait eu des événements en non-mixité parce que du coup ça a été super mal accueilli et ils se sentaient tellement en danger que certains essayaient d'infiltrer ces groupes en se déguisant. Mais c'est sérieux là, mais ils ont le temps. Ouais, Mais ils ont vraiment le temps. Mais laissez-nous Non, en fait. Non, mais c'est Est-ce que fou. nous on se déguise pour aller chez les incels? Non, Je te mais on jure. a pas beaucoup de On temps. fait Kiki 9-2. En plus. Vas-y Flo. Et en tout cas, ouais, c'est un concept qui s'est imposé. Du coup, il a été scandé par le MLF. Du coup, ça, c'est le mouvement de libération de la femme, avec comme credo la libération des femmes sera l'œuvre des femmes elles-mêmes. Ok. Et aujourd'hui, on en discutait tout à l'heure. On a grossièrement d'un côté ces types qui se donnent des astuces pour violer en paix. Il y a ceux qui sont au milieu, qui savent pas trop, et les autres, les petits babes, qui, à l'opposé du coup, sont sociaux des droits des femmes et se remettent en question. Ils représentent environ 15% des assos féministes mixtes, et ça arrive à certains de s'auto-proclamer féministes. Vous, qu'est-ce que vous en pensez d'un mec qui vient vous voir et qui vous dit « moi, je suis féministe ». Est-ce que ça vous dérange ou pas ? Non, au contraire, moi j'apprécie beaucoup en fait les hommes qui se soucient de nos réalités. Parce Ok. que comme elles sont souvent invisibilisées dans la société, ça fait plaisir de voir qu'il y en a qui en ont quand même un minimum conscience. Tu vois ce que je veux dire ? Leïla ? Moi, pareil, je trouve ça cool qu'ils soient conscients de ce qui se passe un peu dans nos vies et des inégalités dont on souffre. Après, moi, le truc qui peut me gaver, c'est qu'on les applaudisse, tu vois, comme si c'était pas normal de considérer qu'une femme et un homme, ils sont égaux et qu'on soit en mode ouais, genre c'est un exploit en fait. Ouais, voilà. Genre, Ouais, ils ouais. Je suis respectent trop les femmes. d'accord. Mais Et toi perso, pour moi, c'est non. Genre, un mec, il peut pas s'auto-proclamer féministe. Ah, du Ah coup, ouais. c'est Un une allié. meuf qui doit lui dire Non, féministe. même pas. Pour moi, ça s'appelle un allié, tu vois. Genre, il peut pas Ok. dire, genre, moi, je suis féministe. Enfin, après, il peut dire ce qu'il veut, évidemment, mais en tout cas, je préfère le terme d'allié, tu vois. Parce qu'en plus, déjà, je suis sceptique parce que souvent, c'est des hommes qui vont, du coup, reproduire de la domination au sein des réseaux féministes en prenant, justement, tu le disais, Leïla, beaucoup de place, en se donnant même une posture de protecteur, du coup, face à des potentiels mecs qui sont, eux, les agresseurs. Donc, du coup, tu leur dois un peu une redevabilité. Et par exemple, moi, j'ai une amie qui allait à un événement où c'était justement mixte et où, en fait, c'était sur les violences. Et ce qui est ouf, c'est que du coup, il y avait plein de meufs et peut-être une toute petite poignée de mecs et c'est eux qui posaient toutes les questions et qui prenaient toute la place et dès qu'ils parlaient, c'était genre applaudissements. Et je me suis dit, mais c'est fou Stop. d'applaudir des poissons qui nagent comme ça. Mais ouais. genre stop en fait. Parfois Ouais. c'est aussi du woke fishing. Ouais, c'est ça. Et ça, c'est. Expliquez-moi ce terme. Le woke Ouais. fishing, je l'ai jamais entendu de ma vie. Du coup, ça, T'inquiète. c'est les gars qui veulent pécho de la féministe. Donc, du coup, qui intègrent ce genre de cercle pour vraiment passer pour un mec au-dessus des autres, déconstruit parce qu'ils écoutent des podcasts sous la douche, tu comprends. Donc, du coup, voilà. Après, je critique, mais ça doit pas être évident d'être un bon allié. Perso, je sais qu'un de mes meilleurs alliés, c'est mon ami qui s'appelle Luc, et lui, il explique comme ça. C'est vrai que je pense qu'il est plus facile d'être féministe quand on a une autre cause en parallèle, comme l'écologie ou les droits LGBT. Car on se pose des questions en fait. On n'est pas arrivé avec un fait établi, on a questionné le fait établi. Et au bout d'un moment, on voit bien qu'il y a des choses qui vont pas et qui ont besoin d'être changées. Sachant que pour beaucoup, en fait, le féminisme, c'est perdre, mais il pourrait aussi beaucoup y gagner. Bah ouais, Au final. totalement. Et puis en plus, parfois ça décolle pas, on reste de la théorie à la pratique. Et en fait, pour Bell Hooks, du coup, c'est une autrice, elle avait développé l'idée comme quoi ce serait bon pour les hommes de se débarrasser de certaines contraintes du patriarcat. Parce que oui, la domination, ça fait souffrir les femmes, évidemment, mais aussi les hommes. Et du coup, la journaliste Victoire Tualion, elle l'expliquait chez France Inter. Très concrètement, il y a plein de désavantages au fait d'être un homme. Ce sont des carcans assez contraignants. Ça implique de ne pas exprimer certaines émotions. Ça implique que si vous n'êtes pas dans les canons de la masculinité dominante, si vous n'êtes pas fort, que vous rapportez pas plein d'argent, que vous voulez pas être un dominant, etc., et ben vous êtes pénalisé aussi.
Ouais. Donc céder des avantages pour en gagner d'autres plus personnels parfois, et même dans le cadre de relations également. Du coup, comment on fait pour contribuer activement à la cause sans trop se mettre en avant? C'est tout le dilemme. Et du coup, déjà, je parlais des relations intimes. Là, en fait, l'intime, il est très politique, et donc c'est dans cette sphère que se jouent beaucoup de rapports de domination. Alors, contribuer, ce serait par exemple agir pour réduire les écarts dans le travail domestique, par exemple, même si les mecs modernes, ils font plus le ménage que leurs darons, probablement, tu vois. Ouais. Même si c'est toujours pas assez, parce qu'on estime que les hommes ont 30 minutes de temps libre de plus par jour, et au final, ça fait plus d'une semaine de vacances à l'année, et c'est déjà beaucoup trop. Sérieux? Ouais. Et d'un point de vue plus global? En gros, à mon sens, ça passe par arrêter de pleurnicher déjà et nous taxer de misandrie en disant « not all men ». Parce que, oui, bien sûr, tous les hommes... pas tous les hommes. Ouais, et évidemment qu'ils ne sont pas tous à jeter, mais juste, en fait, il s'agit d'assumer... Mais Florence Mais en gros, pour moi, c'est l'idée que si je rencontre une fille, je vais me dire ça va être une potentielle copine, tu vois, mais si je rencontre un mec, je me dis ça va être un potentiel agresseur. Donc, c'est là qu'il y a toute une différence entre, pour moi, les hommes et les femmes. Et à côté de ça, pour moi, être un bon allié, c'est aussi assumer cette violence, et c'est pas la peine de l'assumer, c'est pour défendre derrière un pote violent. Donc dire non mais moi j'aime pas les mecs comme ça, mais là ton pote a fait quelque chose de grave et tu le défends, enfin c'est vraiment pas cool. Et du coup assumer la violence, ça passe aussi par je sais pas, ne pas rire aux blagues bien grasses et bien sexistes, par exemple des collègues ou autres. Et ensuite pour se rendre compte de cette violence, c'est aussi s'informer. Et c'est bête, mais s'informer, c'est aussi ne pas hésiter à se taire pour une fois, parce que plutôt que d'apprendre à une féministe que c'est à sa place, quoi. Bah ouais, il y a une règle d'or, quand on sait pas, on se tait, tout simplement. Avec les filles, on va vous parler de chirurgie esthétique. Alors, la semaine dernière, Madonna a fait son grand retour sur scène à l'occasion de son Celebration Tour, et cette apparition médiatique a fait jaser, non pas pour sa musique, mais pour son physique. À la suite de ça, un chirurgien esthétique new-yorkais, le docteur Barry Waitrobe, s'est exprimé dans le Daily Mail, et en fait, lui, il a affirmé que Madonna avait eu recours à au moins 12 chirurgies sur son visage, entre lifting, pommettes et bouche. Du coup, certains de ses fans sont même inquiets et se demandent jusqu'où elle est capable d'aller. Et ça, en vrai, ça concerne pas que Madonna. Est-ce que vous, les filles, vous pensez à une resta qui a abusé de la chirurgie? Moi je dirais pas abusée, mais moi celle qui marque c'est Cher, quand elle s'est fait enlever les côtes à l'époque pour avoir une taille toute fine. Oh oui. Donc du coup moi je pense à elle. Et toi? Moi j'ai pas de star là en particulier à donner, genre j'ai pas de nom particulier, mais toutes celles qui abusent du... Mais si, c'est bon, j'ai Summer Walker. En gros, elle a fait un BBL, donc elle a déplacé la graisse de son corps, mis dans des fesses, mis dans ses fesses et tout, et elle a une taille mais minuscule. Un fessier énorme et des jambes super fines. Il y en a une dont je vais vous parler, ça va vous revenir tout de suite, qui a plus du tout la même tête, qui est extrêmement riche, qui est la petite sœur de quelqu'un. Notre Kylie Jenner. Exactement, Kylie Jenner. Pourquoi je vous parle d'elle? Parce qu'elle a commencé assez jeune. Et du coup, en fait, pour en revenir à nous en France, il y a quelques années, le Parisien titrait « Chirurgie esthétique, le péril jeune ». En fait, on estime que plus de 320 000 procédures de chirurgie esthétique et 420 000 de médecine esthétique sont réalisées chaque année en France. Et en fait, le profil des personnes qui s'intéressent à la chirurgie a complètement changé. Si avant, c'était plutôt les quinquagénaires qui voulaient gommer les effets du temps, ou les gens comme Cher, qui voulaient faire des trucs bizarres sur leur corps. Aujourd'hui, en fait, l'industrie de la chirurgie touche les 18-34 ans qui veulent à tout prix anticiper la vieillesse, même pas la jeunesse, la vieillesse, et rester jeune pour toujours. Du coup, ça a complètement changé. Et derrière ces jeunes, il y a tout un système qui les pousse à se modifier. C'est un vrai phénomène de société, c'est pour ça qu'on en parle aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, ils trouvent clairement leur réconfort dans la chirurgie esthétique qui est promue par les réseaux sociaux, les filtres, mais aussi, surtout via les influenceurs qui font la promotion de certains critères de beauté à suivre pour être tendance. On est dans une société qui nourrit, de par les usages numériques, une quasi-quête obsessionnelle de la beauté. Et justement, là, on va écouter une influenceuse et candidate de télé-réalité, elle s'appelle Maïsan, et elle en parlait librement dans l'émission Envoyé spécial sur France 2. Je peux photoshopper absolument toutes les zones de mon corps. Du coup, moi, ce que je fais en général, c'est que j'affine mon nez. Mais bon, ça devrait plus être d'actualité parce que maintenant, je l'ai refait. Et je peux aussi faire, la taille de la bouche. Donc, c'est du Botox gratuit. Moi, la mienne est déjà assez énorme parce que j'ai mis au moins 4 seringues là-dedans. Donc, je vais la laisser telle qu'elle. Il y a un vrai diktat de l'apparence et j'y participe un petit peu dans le sens où, moi aussi, je mets des photos qui sont clairement modifiées en fonction des tendances. On a aussi Robin, un jeune homme de 18 ans qui a subi plusieurs chirurgies pour se parfaire, et sa dernière, ça a été les dents. Robin s'est également fait refaire les dents. Un jeune homme lui aussi symbole du diktat de l'image.
Maintenant, on est dans une société où les personnes qui sont belles ont plus d'avantages aux personnes qui sont moins belles. Faut pas se voiler la face au bout d'un moment. Je sais pas ce que vous en pensez les filles, mais là en fait Maïsan et Robin ils ont dit quelque chose d'intéressant. Il existerait un diktat de l'apparence, un diktat de la beauté. Et alors avec cette norme sociale, est-ce qu'on peut considérer que la chirurgie soit devenue une obligation pour s'intégrer dans une société super narcissique? Florence? En fait c'est de plus en plus difficile de se trouver belle, donc tout simplement. Et du coup en 2019 selon l'IFOP c'est seulement 22% des Françaises qui disaient se trouver jolies et 60% dans la moyenne. Et en fait c'est un chiffre qui est en baisse depuis l'émergence des réseaux dans les années 2010 où maintenant tout le monde peut se façonner une image qui correspond à la beauté ou en tout cas à l'idée de ce qu'on s'en fait, donc le nez fin, bouche pulpeuse, grosses fesses, parce que la beauté c'est une construction sociale qui change en fonction des époques et dont on est de plus en plus prisonnier. On n'arrête pas de se filmer, on n'arrête pas de se prendre en photo, etc. Et en fait le fait de vivre dans cette société de l'image ça crée des complexes et de l'anxiété, et pour remédier à ça beaucoup de femmes passent par la case chirurgie esthétique. Ça séduit surtout les jeunes femmes d'ailleurs. Comme on disait tout à l'heure, il y a 30% des injonctions de Botox qui sont réalisées avant 30 ans. Et la tranche, du coup, c'est 18-34 ans. Ça constitue vraiment les premières clientes. On est de plus en plus dedans. Et nous, toutes les trois, on est concernées par cette tranche d'âge. Est-ce que ça vous a déjà traversé l'esprit de vous faire refaire quelque chose ? Moi non, personnellement non, j'ai peur en fait j'ai peur. Par contre, de modifier son corps, etc. Je suis pas fan. Par contre, je connais des filles qui ont recours à soit de la médecine esthétique, soit des vraies chirurgies, et je sais que pour elles, ça a vraiment changé leur vie. Oui, tu vois, donc je peux comprendre que ça peut vraiment être une alternative à un vrai complexe, tu vois. Et toi, Leïla ? Moi, sur moi non, j'ai peur des aiguilles, mais en fait, je trouve que c'est de mieux en mieux fait déjà, et c'est aussi de plus en plus naturel. Donc tu te dis en vrai maintenant tu peux gommer n'importe quelle chose qui te dérange un peu sur ton visage ou sur ton corps sans nécessairement que ça se voit en plus. Donc carrément. Et puis justement pour celles qui ont peur des aiguilles et qui ont peut-être des petits trucs en mode ça j'aime pas ou quoi, il y a aussi les filtres, on en parlait. Et les filtres c'est une sorte de chirurgie numérique d'ailleurs, et ça influence vachement les demandes. C'est pas une sorte, c'est une chirurgie. Vous prenez en photo sans filtre? Ah oui. Ah moi je fais que ça presque en vrai. Moi à un moment j'utilisais beaucoup de filtres parce que j'avais beaucoup de problèmes de peau et je ne supportais pas voir ma peau en photo. Mais là maintenant j'ai de ma peau, donc non, en fait j'ai arrêté à partir du moment où j'arrivais plus vraiment à me voir en photo, genre tout ce qui est photo du taf et tout, où t'as ton visage, mais ça c'est un vrai problème. Mais moi ce que j'aime pas avec les filtres, c'est que du coup t'as du mal à, je trouve, te reconnaître toi quand genre tu t'écris beaucoup avec un filtre que tu te regardes après dans un reflet en mode. Après il y a filtre et filtre. En général, les filtres qui floutent, et après il y a les filtres Instagram qui sont une autre personne qu'on t'ajoute. Mais justement, en parlant des filtres, il y a pas mal de filles qui aujourd'hui... c'est ça. Aujourd'hui, elles cherchent vraiment à améliorer leur reflet dans l'écran plutôt que dans leur miroir. Justement, la journaliste Camélia Kérédine, elle a consacré un sujet sur la dysmorphophobie Snapchat pour France TV /. Ce trouble, il se caractérise par le fait d'être en décalage justement avec sa perception de son corps et sa réalité. Je vous balance un extrait, c'est le docteur Lou Afi qui parle. J'ai déjà eu, par exemple, une demande de patiente qui voyait bien que quand elle se regardait dans le miroir, il n'y avait pas de défaut particulier, mais quand elle prenait des selfies, elle voyait des défauts, en l'occurrence c'était sur son nez, mais je lui ai expliqué que ce qu'on voit en fait dans un selfie, il y a un effet grand angle qui déforme le visage. Et donc, en fait, ce qu'on voit dans un selfie, c'est pas forcément la réalité. En plus, ça paraît lunaire, mais ça touche de plus en plus de monde et on tient beaucoup pour responsables en fait, les influenceuses de manière assez injuste, alors qu'il s'agit d'un problème qui est bien plus global. Oui, parce qu'en fait, avec les filtres, tout est beau. On peut se lisser la peau, on s'enlève les rides, on se blanchit les dents. En fait, on peut plus se voir vieillir. C'est ça. Et justement, ça s'appelle l'agisme. Et t'as totalement raison. Maintenant, on gomme plus, on anticipe. Pendant que certains hommes mûrissent tranquillement et qui séduisent avec leur petite barbe. Mais surtout qu'on dit qu'ils se bonifient, tu vois. Ouais, pas tous, parce que d'autres justement vont beaucoup faire des opérations quand ils perdent leurs cheveux qui sont un peu un signe de vieillesse. Donc justement comme Bertrand qui lui a anticipé de perdre ses cheveux, il a décidé de faire une greffe de cheveux à seulement 22 ans. Alors moi si j'ai décidé de faire une greffe de cheveux, c'est parce que je me sentais pas forcément bien dans ma peau. On m'a dissuadé dans mon entourage de le faire
On m'a dit accepte ta calvitie, sauf que je pars du principe qu'une calvitie, c'est pas quelque chose de forcément esthétique, même pas du tout. Ensuite, on m'a dit dans ce cas-là, rase-toi la tête, sauf que je pense qu'il faut avoir le physique pour se raser la tête. Or, je trouve que c'est pas mon cas. Du coup, j'ai décidé de faire une greffe de cheveux pour avoir de nouveau confiance en moi, et c'est une décision que je regrette en aucun cas. Si je puis me permettre, moi j'ai une anecdote. Justement, en parlant de greffe de cheveux, il y a quelques années, je suis allée en Turquie et à l'aéroport, j'étais très étonnée de voir plein de mecs chauves avec. Et des jeunes, non ? Ouais, plus ou moins. En vrai, ouais, c'était la trentaine, franchement. Ouais. Et il y en avait plein. Et en fait, à l'époque, je comprenais pas. Je me disais, mais pourquoi ils sont tous là ? Pourquoi ils sont tous chauves et ils ont un petit truc sur la tête ? Les petits trous là ? Ouais, ils avaient des trous, des bandages en fait. Et en fait, c'est parce qu'ils vont tous en Turquie pour faire la greffe des cheveux. Mais je crois que c'est les spécialistes de la greffe des cheveux. Exactement. Et ils font aussi leurs facettes. Beaucoup en Turquie. En tout cas, l'agisme, ça concerne pas que les hommes, mais aussi, pas que les femmes, mais aussi les hommes. Mais du coup, pour parler des femmes, elles aussi, elles luttent contre ça, contre ce processus du coup de disqualification sexuelle qu'elles subissent dépasser les 30 ans. D'ailleurs, on le remarque dans le cinéma où c'est extrêmement rare de trouver une femme de plus de 30 ans à l'écran. Et plus récemment, on l'a aussi observé, on disait dans la musique avec toutes les polémiques autour de Madonna. Vous en pensez quoi qu'on n'arrête pas de... C'est trop hypocrite. Ouais. Genre, en gros, quand une meuf se laisse vieillir, on lui donne plus de taf. On la prend en photo en mode oh là là, elle a pris un coup de vieux, on dirait qu'elle s'est pris un coup de pelle. Ouais, et quand elle exprime sa fantaisie, c'est pareil, c'est pas approprié. Et quand elle fait de la chirurgie, on est là, oui, mais elle a fait 12 opérations, dans ce cas-là, elle fait quoi ? C'est clair. Ah, non, mais en vrai, on va pas se mentir, il y a un vrai dictat de la beauté. Regardez, je pense à une artiste qui a 50 ans, qui est juste magnifique et qu'on glorifie, c'est J-Lo. La meuf, elle est magnifique. Justement, on la prend comme exemple pour tout et c'est chiant. Exactement. Et de une, c'est chiant. Et de deux, moi, je suis trop en mode... elle a forcément fait quelque chose. On saura jamais. C'est trop bizarre, même comment comme ça se fait t'as l'air d'avoir 20 ans. Mais bon, le pire, c'est en tout cas que Madonna subit ça depuis le début de sa carrière. Et en tout cas, au lieu de critiquer ces femmes qui cèdent à une certaine pression, c'est important de ne pas nier leurs expériences et le plaisir qu'elles y trouvent. Parce que oui, il y a des avantages à la beauté et dans absolument tous les domaines de la vie. Il y a plusieurs expériences sociologiques qui ont été menées et qui montrent que le beauty privilège existe bien au-delà des discussions de comptoir. Mais bien sûr. Bah oui. Ouais, apparemment, on rend plus facilement service sans attendre de retour à quelqu'un de beau, comme on se laisse plus facilement convaincre dans le cadre d'un débat, par exemple. Dans la sphère professionnelle aussi, ça impacte les embauches. Pareil, dès l'école où les beaux enfants, ils ont de meilleures notes et ils sont moins punis. Et j'ai même vu que dans le cadre d'un jugement, les peines étaient moins lourdes quand tu étais beau. Oh. Donc vraiment, après on pourrait parler du couple aussi. Bref, la liste est longue. Et je sais pas si vous vous souvenez du coup de Bertrand qu'on a entendu juste avant sur sa greffe de cheveux. Ce qui est marrant, c'est que pour lui, c'est grâce à cette greffe aussi que ça lui a ouvert de nouvelles opportunités dans sa vie. Parce qu'à la suite de cette greffe, j'ai pu avoir de nouveau confiance en moi, j'ai pu trouver un job, trouver une copine. Donc ça a été bénéfique pour moi de prendre cette décision. Comme quoi, être beau, ça ouvre toutes les portes, quoi. Et du coup, selon le professeur Albert Merabian, l'impact que nous avons sur quelqu'un dépend à 55% de son visage, 38% de sa voix et seulement 7% de ce qu'il dit. Je suis choquée. Ouais, c'est choquant, mais est-ce que ça vous moi, parle, ça me parle de ouf, parce que moi, j'analyse le visage en détail de tous les gens à qui je parle. Genre, les gens, peut-être que vous vous dites que je vous regarde, mais genre, je regarde vos grains de beauté, vos sourcils. Et du coup, est-ce que t'as plus confiance en les gens qui sont beaux ? Non, ça je m'en fous, mais je regarde juste ton visage dans tous les détails. Ok, et toi, non, c'est pas quelque chose. C'est pas la première chose à laquelle je pense, à vrai dire. Ça doit être inconscient. Mais surtout, peut-être. Mais après, ouais, il y a des gens que moi je trouve magnifiques que mes copines diront en mode ouais. La beauté, c'est normal, subjectif, tu vois. ma belle. Donc, mais après, c'est sûr que si je te trouve beau, je vais te regarder. regarder. Mais il y a des beautés 1000 heures. universelles où en vrai, tu peux pas non plus dire. Oui, enfin. Bon. Mais en tout cas, sans importer de jugement du coup sur la chirurgie esthétique, on peut quand même mettre des réserves. Cette quête de la beauté, elle est éternelle puisque par exemple, c'est dans le cadre d'injections qui sont à répéter, je sais pas, tous les 6 mois. Ouais. En fait, le danger, c'est l'addiction. Une addiction qui est facilitée par le fait que ce soit moins cher, plus accessible et surtout plus assumé. Sauf que ça invisibilise souvent les séquelles psychiques et aussi physiques. Et à mon sens, il y a une responsabilité de la part des praticiens qui peuvent décider de ne pas opérer s'ils constatent des troubles psy. Mais dans un univers où justement la concu elle est hyper grande et qu'on a tendance à régler plus facilement les problèmes à coup de un petit coup de bistouri plutôt qu'une thérapie,
Bah voilà, c'est dommage. Tu vois, Flo, tu parles des praticiens. Je sais pas si vous savez, mais en tout cas, la chirurgie plastique aujourd'hui, c'est la spécialité qui est la plus prisée par les internes en médecine. En même temps, ça rapporte du Tu bif. m'étonnes. Et puis toi aussi, tu l'as très bien dit. En fait, c'est de plus en plus difficile aujourd'hui de se trouver beau, d'autant plus que depuis qu'on a tous été aspirés par cette je sais même pas comment appeler ça, une spirale infernale en fait des réseaux sociaux. Et on a tendance à voir nos défauts. Enfin bref, c'est chaud. On est dans une société hyper narcissique. Qu'on le veuille ou non, les réseaux sociaux dictent les tendances du moment et les nouvelles normes de beauté aux jeunes surexposés. Je vous le disais tout à l'heure, on estime que plus de 320 000 procédures de chirurgie esthétique et 420 000 de médecine esthétique sont réalisées chaque année en France. Et le profil des personnes qui s'intéressent à la chirurgie a complètement changé. Avant, la cible, c'était les quinquagénaires. Maintenant, c'est les 18-34 ans qui veulent à tout prix anticiper la vieillesse. Certains jeunes n'hésitent absolument pas à mettre le prix, ne serait-ce que pour des injections éphémères. On va écouter tout de suite le docteur Laurence Benouache, qui est chirurgienne plasticienne à Paris. Ils n'ont pas forcément conscience que c'est un geste médical, qu'il y a des précautions à prendre et que ça a un impact, pas seulement sur leur beauté, mais aussi sur leur santé quand même. Un geste médical qui a un coût, 400 € pour des lèvres redessinées pendant 15 mois avant que cela ne disparaisse. Des demandes d'injection comme celle-ci, la docteure Benouache en reçoit de plus en plus et n'hésite pas à les satisfaire. Les jeunes représentent désormais 30% de sa clientèle, contre à peine 5% il y a encore quelques années. 30% de sa clientèle, donc c'est 30% de jeunes qui sont prêts à tout pour imiter leur célébrité préférée ou pour avoir une tête qui ressemble au filtre. Alors eux, ils n'hésitent pas à banquer ou à utiliser les applications de retouche ou encore les filtres, comme on vient de le dire, qui sont, comme tu l'as dit Flo, la nouvelle chirurgie numérique. Ouais. Clairement, mais le problème c'est que ça dure pas dans le temps. Du coup, malheureusement, quand tout ça ne suffit plus à nourrir la confiance en soi ou que ces jeunes, ils n'ont pas forcément les moyens nécessaires, parce que ça reste un coût quand même, 300, 400 balles pour une piqûre, et certains passent par des techniques beaucoup moins chères mais frauduleuses, illégales et surtout dangereuses. Elle est de retour, l'inspecteur Leïla, tu es notre inspectrice du jour. Toi, t'as enquêté sur le business de la chirurgie illégale. Alors dis-nous en plus, parce qu'en fait c'est croustillant, tes investigations aujourd'hui, j'aime trop. Là j'ai tout donné pour vous mes copines. Donc que ce soit pour modifier une bosse sur le nez, se gonfler les lèvres ou avoir une mâchoire bien carrée, tout peut disparaître ou apparaître du coup avec juste un coup de seringue. Mais depuis un peu moins de 5 ans, on assiste quand même à un phénomène assez dangereux, c'est les fake injectors. Okay. Donc c'est des esthéticiennes qui font leur autopromo sur les réseaux sociaux. Et donc à première vue, c'est une esthéticienne normale, elle épile, elle pose des cils, elle fait des sourcils et tout. Sauf qu'elle pratique aussi les injections dans les lèvres, les pommettes, les mâchoires ou encore les fesses. C'est clairement les zones qui sont le plus demandées maintenant. Tout le monde veut ça, c'est incroyable. Et ouais, c'est de plus en plus simple de les trouver parce qu'elles pratiquent dans des salons d'esthétique ou chez elles, donc vraiment pas dans des endroits homologués. Est-ce que tu peux nous sanitaire genre juste... Ah mais absolument pas. Ouais, c'est ça. Absolument pas, mais c'est pas leur problème. Elles peuvent faire ça dans des Airbnb, etc. Les clients, ce qu'elles veulent, c'est le résultat en fait. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ça prend autant d'ampleur ? Déjà, comme tu le dis depuis tout à l'heure, on est à l'ère de la perfection, donc la chirurgie et la médecine esthétique, elles s'assument. Et du coup, les petits nez droits, les bouches pulpeuses et les pommettes saillantes, c'est à la mode plus que jamais. Ah oui. Et ce qui fait que les fake injectors, par exemple, elles prennent de l'ampleur, c'est surtout le prix. Parce qu'en fait, chez un chirurgien, les injections d'acide hyaluronique sur la bouche, c'est au minimum 350 €. Minimum, ouais. Et chez ces esthéticiennes-là, on part quand même à 90 € et ça peut monter jusqu'à 270 €, mais ça n'ira pas plus loin. J'imagine que du coup, les clientes sont jeunes. Et ouais, et c'est bizarre en fait, vu que, comme tu le disais, souvent, c'est quand on vieillit qu'on veut faire un peu des changements pour conserver son corps ou un visage de jeune. Mais pour la chirurgie et la médecine esthétique, en général, c'est les jeunes femmes qui sont les plus grandes consommatrices. Et en fait, cette recherche de la perfection physique, elle peut se transformer en un cauchemar, tu vois, si c'est pas fait par un médecin. Bah oui, parce qu'en fait, ces fake injectors, comme on les appelle, en fait, elles sont pas du tout médecins. Elles ont aucune formation médicale et surtout, elles connaissent rien à l'anatomie du visage. En fait, c'est un peu en freestyle. Ah, mais c'est clairement ça. Ouais. Donc déjà, n'importe qui peut devenir injectrice. Okay. Si on suit leur logique. La plupart, elles proposent des formations pour commencer à pratiquer et pour les promouvoir, en fait, elles mettent en avant leur style de vie et leur salaire qui va donc de 8 000 à 12 000 € par mois, donc c'est énorme. Et elles soulignent le fait que c'est de l'argent simple, facile à faire, à portée de tous. Et donc j'ai décidé de faire l'inspectrice encore et je me suis renseignée pour m'inscrire à une de ces formations. Inspecteur Leïla. T'es mieux qu'inspecteur Gadget, Mago, tu sais ça ou pas? Incroyable. Et du coup, je suis allée sur Insta
J'ai tapé formation injection dans la barre de recherche. J'ai choisi un compte qui avait environ 10 000 abonnés et j'ai dit, donc je vous lis mon message. Ok. Hello, je cherche à me former pour les injections. Est-ce possible d'avoir des renseignements ? Et voilà ce qu'on m'a répondu. Du coup, la formation est à 1 500 € kit de démarrage inclus. Tu payes un acompte de 100 € pour réserver ta place et le reste, tu le payes en liquide. Ça se passe sur 2 jours. Alors, le premier jour, on fait de la théorie le matin. Ensuite, il y a une pause déj. Et l'après-midi, je vous fais une démo. Et ensuite, donc l'après-midi et le deuxième jour, tu t'entraînes sur des modèles. Bon, la presta pour les modèles, elle est moins chère forcément parce que t'es pas encore diplômé, mais ce sera bien encadré, t'inquiète pas. Moi, j'ai juste une petite question. C'est elle qui fait à manger pour 1500 balles, il y a une pause déj, je sais pas. Non, mais 1500 balles, c'est que pour apprendre à injecter les lèvres. Donc je pense que si tu veux tout un kit, c'est peut-être... Et vraiment, ça veut dire qu'il y a des cobayes. Bah ouais, mais en fait, comme elle a dit, les modèles, c'est moins cher pour elles. Donc si tu n'as pas entre 90 moins cher et sur 200... moins cher. Ouais, voilà. Donc, compliqué. Mais n'oublions pas quand même que devenir chirurgien esthétique, c'est un vrai métier. Il faut 7 années de fac de médecine, 2 années en chirurgie générale, puis une spécialisation de 4 ans en chirurgie plastique et réparatrice. Et que même une fois diplômé, il faut quand même assister à des formations tous les mois pour les nouvelles techniques et les nouveaux produits. Donc c'est un métier où on n'arrête vraiment jamais de se former. Donc vous comprenez à quel point c'est dangereux en fait de juste confier son visage ou son corps à une personne qui a aucune connaissance médicale. Bah évidemment, évidemment. Enfin, ça semble logique en fait. Donc revenons à ma recherche de formation. Vas-y. Inspectrice Leïla. Donc je lui ai ensuite dit que j'avais un peu peur parce que moi en fait j'avais pas de lieu où pratiquer, que j'allais le faire chez moi. Et je lui ai demandé si c'était pas un peu dangereux et surtout comment faire si un jour j'ai un accident avec une cliente. Normal. Et voici sa réponse. Ah mais pas du tout, tu peux pratiquer chez toi. Moi j'ai commencé dans mon salon et franchement j'ai jamais eu de problème. Après en parlant de problème, t'en auras pas si t'achètes les bons produits et que tu fais attention. Et si ça arrive, dans tous les cas, tu dis juste à la cliente d'aller à la pharmacie ou de voir un médecin quoi. Oh, je suis consternée. Voilà. Dans tous les cas, voir un médecin. Donc à la fin de ces 2 jours de formation, on reçoit un diplôme, mais bon, il est reconnu nulle part, tu vois. En fait, tu reçois un bout de papier et ces esthéticiennes, elles risquent quand même 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende pour exercice illégal de la médecine. C'est peu quand tu peux vraiment gâcher la vie de quelqu'un à long terme. Gâcher la vie de quelqu'un et surtout le mettre en danger. Enfin, j'ai lu quand même une histoire d'une femme qui est morte à cause d'injections dans les fesses illégales. Okay. On lui avait injecté un produit inconnu. Elle a fait une infection et elle en est morte. Donc, c'est pas quelque chose à prendre à la légère, quoi. Et il y a beaucoup, malheureusement, de prestations qui virent au drame, comme pour Sarah, du coup, une jeune femme de 21 ans qui témoignait dans Envoyé spécial. Elle me dit, attends, bouge pas, là t'as une mini bosse au niveau du nez, parce que là, il te reste encore du produit, est-ce que tu veux que je t'injecte un petit peu au niveau de là ? C'était vraiment au niveau de là. Je l'ai regardé et tout, j'ai dit, ok, mais ça fait quoi si vous allez injecter ? Elle me dit, vous allez voir, ça va rallonger votre nez. Bon, je l'ai laissé faire. Je crois 2 semaines après, là c'est catastrophe totale. Une bouche comme ça. Mon nez, il a triplé de volume. Mon menton déformé. Il m'a dit, ce que t'as, ce n'est pas de l'acide hyaluronique. On t'a injecté de l'huile. De l'huile, ouais. Il m'a dit de l'huile de coco. Et en fait, j'étais choquée parce que le chirurgien m'explique en fait que maintenant, il y a des charlatans qui peuvent injecter tout et n'importe quoi. Donc on peut injecter de l'eau, du sérum de physiologie, on peut injecter tout. I don't have words. J'ai clairement pas les mots. C'est vraiment atroce. Et encore que de l'eau, ça me tue. Non mais oui. Et tu payes 1500 balles. Vas-y, continue. Et du coup, Sarah, elle a quand même de la chance parce qu'elle s'en est sortie avec... Arrêtez. C'est une dinguerie. Elle s'en est sortie avec 4 mois d'antibiotiques et un chirurgien esthétique a pu réparer son visage. Attends, mais des fois c'est encore plus grave parce que les dégâts ils sont même pas réparables au final. Ah oui, donc du coup le manque de connaissances, les mauvais produits injectés, les produits injectés dans les nerfs, dans les muscles ou le mépris des règles d'hygiène, ça peut estropier des visages de manière irréversible. Et comme tu vois, tu peux avoir des nécroses, des infections, des paralysies, enfin vraiment de tout quoi. Ouais, du coup à mon avis les chirurgiens esthétiques ils sont fatigués, donc eux ils font de plus en plus de prévention à force de devoir toujours récupérer des visages estropiés. Et sachez qu'il y a une majorité de chirurgiens qui ne prend même pas les clientes, enfin qui ne prend pas de sauvetage entre guillemets. Ça c'est pas cool, je trouve. Moi je trouve ça horrible aussi, mais en fait ils savent juste pas quel produit a été injecté et des fois eux ils peuvent juste empirer la situation. C'est comme quand tu fais tes ongles. Et du coup bon là c'est quand même un peu plus grave que des ongles. Mais en théorie tu vois c'est de l'acide hyaluronique qu'on est censé t'injecter, et pas de l'eau, de l'huile de coco ou quoi. Et en fait ça se répartit dans le corps entre 6 à 12 mois.
Et les médecins esthétiques ont un produit qui s'appelle le hyaluronidase, qui fait en sorte de dissoudre le truc avant si tu changes d'avis ou si tu as eu un problème comme ces filles-là. Mais ça arrive souvent qu'ils mettent du hyaluronidase et que ça fonctionne pas. Donc ça veut dire que c'est le mauvais produit qui a été utilisé. Et quand il y a un raté en fait d'injectrices illégales, déjà on a du mal à les retrouver. Elles prennent aucune note sur la cliente, il n'y a pas de suivi en fait. Voilà, les allergies qu'elles peuvent avoir, donc ça peut être super grave. Et du coup, l'utilisation de ce produit, elle peut être inutile. Donc en fait, tu peux encore plus déformer ton visage. Ah oui. Et c'est pour ça qu'il faut du coup être médecin pour injecter quoi que ce soit dans un corps. C'est ouf de le rappeler quand même. Et que même un médecin peut pas t'injecter n'importe où. Tu vois, c'est pas hors de son cabinet, c'est que dans des endroits homologués. Et ça a toute son importance. Et depuis peu, donc tu as des chirurgiens esthétiques qui se sont unis pour signaler toutes ces catastrophes-là, du coup, à l'Agence nationale de sécurité et du médicament. Et ils luttent aussi pour que l'acide hyaluronique ne soit plus en vente libre dans les pharmacies, comme l'explique le docteur Loafi, qu'on a entendu tout à l'heure. Et depuis, il est chirurgien et président du syndicat national de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. Et c'était au micro de C'est à vous. Nous voulons que cette vente libre s'arrête. C'est cette vente libre qui permet aux injectrices illégales de défigurer des patientes. Il ne faut plus que ces produits soient délivrés à des non-médecins, même s'ils ont une ordonnance. C'est comme si un médecin donnait une ordonnance pour qu'une patiente aille s'acheter des prothèses mammaires elle-même. Ça n'a aucun sens. Donc dans tous les cas, pour tout acte de médecine ou de chirurgie esthétique, s'il vous plaît, consultez des médecins. Alors ouais, c'est un budget, mais la santé et la sécurité, ça a quand même pas de prix. Ça, tu l'as bien dit, Leïla. Merci, j'espère que vous avez bien entendu, les filles qui veulent faire des trucs bizarres là. Retenez bien. Allez, c'était l'événement People du jour. L'autobiographie de Britney Spears est sortie aujourd'hui, 2 ans après la bataille pour la levée de sa tutelle qui a passionné les médias du monde entier. Ses mémoires, La femme en moi, sont sorties aujourd'hui en France et dans 26 autres pays. Et c'est pas moins de 15 millions de dollars qui ont été déboursés par la maison d'édition américaine Simon & Schuster. C'est juste énorme. J'ai bien dit 15 millions de dollars, donc 14 millions d'euros. Donc ce livre, c'est un événement puisqu'il parle de tout, de ses débuts dans le Mickey Mouse Club à l'âge de 12 ans, au lancement de sa carrière solo dont on se souvient tous en 1998 avec le titre évidemment, en passant par ses troubles mentaux, ses histoires d'amour super médiatisées, surtout celle avec Justin Timberlake et la bataille judiciaire qui a abouti à la levée de sa tutelle il y a 2 ans. Ce témoignage a été très attendu pendant des années puisque la presse ne voulait pas la laisser tranquille. Leave Britney alone! Please. Si vous n'avez pas la ref, en fait, c'est un audio d'un fan qui dit « Leave Britney alone, please ». En français, laissez-la tranquille, je vous en supplie. Le mec, il est au bout de sa vie, il pleure comme s'il avait perdu ses parents, c'est incroyable. On en rigole aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même assez dramatique. C'était un truc de ouf. Déjà, quand la vidéo elle est sortie, elle a tellement été reprise. C'est un truc de ouf. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est devenu un... En fait, c'est iconique. Alors les filles, on peut le dire, en fait, aujourd'hui, en 2023, le Star System a détruit notre Britney. Britney. Parce qu'en fait, pour vous faire un petit rafraîchissement et au cas où vous connaissez pas son histoire, Britney, elle arrive toute prude au début des années 2000 dans une Amérique très conservatrice. Elle est jeune, elle est blanche, elle est mignonne, elle est blonde, bref, elle est parfaite et surtout elle prône sa volonté de rester vierge jusqu'au mariage. Alors à ce moment-là, Britney, elle devient un modèle et ça devient surtout l'enfant chéri de l'Amérique. Je m'en souviens de ouf. C'était Britney, c'était un phénomène. On était toutes fans de Britney. Ah mais carrément. Et du coup, après Baby One More Time, on suivit 8 autres albums, dont les très populaires Oops, I Did It Again. Ou encore Crazy. I just can't sleep. Ah, c'était lourd. Et en tant que star mondiale, Britney Spears, elle a enchaîné les tournées mondiales spectaculaires. Mais au même moment, en fait, elle est littéralement, mais je vous jure que c'est pas une blague, elle est littéralement traquée par les paparazzi et elle pète un plomb au point de se raser la tête en 2007. Je pense qu'on se souvient tous de cette scène dans le salon de coiffure qui a fait le tour du monde. Ouais, avec le 666 à l'arrière de son crâne. Bien évidemment. Et en 2008 jusqu'en 2021, donc c'est juste 13 ans de sa vie, elle est placée sous la tutelle de son père qui décidera de tout, absolument tout dans sa vie, même sa contraception, jusqu'en 2021, puisqu'elle a été jugée psychologiquement instable et incapable de prendre ses propres décisions. Alors, est-ce qu'on peut dire que la presse People a détruit sa vie ? Est-ce qu'on peut considérer que c'est le Star System qui a mené la jeune fille prude à la dérive ? Leïla, tu vas nous répondre. Ouais, donc Britney Spears, comme tu l'as dit, c'est une des plus grandes victimes de la presse à scandale et des paparazzi. J'ai l'impression qu'elle a jamais pu faire un pas hors de chez elle sans être harcelée et traquée.
photographiée donc par des paparazzi ou des journalistes. Et l'attention, elle a toujours été portée donc sur sa sexualité, ses histoires d'amour, sa maternité, donc au détriment de sa carrière de chanteuse. Et la pauvre, elle est plus connue du coup pour sa présence presque systématique dans les magazines People, plus que pour ses performances. C'est même pas de sa faute en plus. Ouais, et ses performances sont incroyables en plus. En plus. Et du coup, c'est pour ce genre de traitement que la presse à scandale, elle a souvent été considérée comme une sous-presse, vulgaire et inutile. Et malgré cette mauvaise presse, si je peux faire un jeu de mots, elle génère beaucoup de ventes, de clics ou de réactions. Et tellement que depuis la fin des années 90, les sociologues, ils s'intéressent du coup à son lectorat, ce qui prouve qu'elle a quand même un poids. Et elle est révélatrice de certains comportements humains, parce qu'en fait, on est tous accros aux rumeurs, aux ragots, aux révélations de secrets. Est-ce que vous êtes dans ça ? Bah, mais clairement, alors moi, mon compte Instagram est lié à l'actu, aux news, people, etc. Donc bien sûr, évidemment. Et toi ? Bien Moi sûr. aussi, j'adore. J'avoue, j'ai un péché mignon où quand je vais en voyage, je sais pas, j'achète les trucs un peu genre oups. Ah ouais ? Et est-ce que vous êtes dans les gossips de la vraie vie ? En mode, mais tu sais, un tel, il sort avec un tel. Ah non, ça. Ah ouais, alors, moi je suis grave dans ça. en fait, baver sur les gens, etc. Bah, non, c'est pas forcément baver, c'est en mode dire à tes copines. Les deux commerces, c'est pas bavé, ok. Non, mais je sais pas, leave Britney alone. Mais c'est dire à tes amis en mode, mais tu sais pas, un tel et un tel, ils sont ensemble, ouais. Vous êtes des grosses commères. Je peux être passionnée par ça. Bah moi je sais que c'est des trucs que je raconte à mes copines et tout, que je kiffe. Moi je préfère m'intéresser à la vie des stars, ça m'intéresse de ouf. Mais de toute façon là on dit je me dis que ça me touche pas en fait, tu vois ce que je veux dire. Toi t'es atroce. Mais du coup leur vie c'est quand même des films un peu à part entière. Bien et c'est sûr. du divertissement, tu vois. Totalement. Les personnes médiatisées elles nous fournissent des récits. Michael Jackson, par exemple, sa vie, c'est un film à part entière. Si on parle de sa carrière, qui a débuté quand il était très jeune, son père violent, son succès, ses problèmes avec la justice, les enfants, ses mariages, ses enfants, les enfants, sa consommation présumée de drogue, jusqu'à sa mort mystérieuse, on va Grave. dire. Grave. Et c'est ce genre de récit qu'on kiffe parce que, contrairement aux films, livres, séries, etc., on n'a pas besoin de créer une illusion de réalité, parce qu'en fait, c'est réel et... C'est pour ça que les histoires d'amour, les ruptures, les secrets de famille, le sexe et l'argent sont des thèmes qui fascinent parce qu'en fait on sait que c'est pas simulé tout simplement et ça donne encore plus d'attrait à ces histoires-là puisqu'en fait on connaît pas la fin et on peut pas la prédire. Par exemple on sait pas si Jay-Z et Beyoncé ils vont rester ensemble, s'ils vont avoir d'autres enfants, se tromper, tout quitter pour élever des chèvres S'il va en encore Bretagne. se faire taper dans un ascenseur. Exactement. Et en vrai on sait toujours pas la vérité sur la mort mystérieuse de Michael Jackson. Bref on est toujours en attente de la prochaine tromperie, grossesse, mort, incarcération, dépression, histoire d'amour. On en rigole, mais en vrai, parfois ça va vraiment trop loin. Bah, surtout dans le cas de Britney, où elle est devenue le personnage incontournable du paysage people, et entre du coup l'obsession qu'avait la presse pour sa virginité, comme tu disais tout à l'heure, et sa poitrine alors qu'elle avait que 17 ans, son adresse, sa routine, et quasi quotidiennement on écrivait donc sur Britney qui se marie, qui attend son premier enfant, son deuxième enfant, qui sort bourré, qui part en désintox. Et en fait, on assistait déjà à du sabotage et à une détresse, en fait. C'était de la détresse en images. Et c'est cette surmédiatisation, tu vois, qui a... Et toutes les fois où elle a perdu pied, qui ont été exposées un peu au monde entier, qui ont mené à la perte de la garde de ses enfants, la pauvre, ses internements de force, et du coup, à la fin, à sa tutelle, parce qu'elle était plus jugée apte à s'occuper d'elle-même. Et du coup, entre photos volées, révélations chocs, et pire, il y a même des fois des vols de documents privés. On sait que la presse people elle a vraiment pas de limite à ce niveau-là et on a tous en tête l'accident de Lady Diana à Paris en 97 qui tentait d'échapper à des paparazzis du coup et le problème en fait c'est que ce genre de révélations elles sont quand même très vendeuses, ça se vend parce qu'il y a beaucoup de clients et dans les années 2000 les paparazzis ils pouvaient vendre des photos à des centaines de milliers d'euros donc c'était limite un moyen de faire fortune tu vois. Mais aussi ça se vend parce que c'est putaclic. Mais bien sûr. Mais en fait c'est le voyeurisme. Mais oui, et même quand tu regardes les unes de Presse People, t'as des titres de ouf et quand tu rien, dis, c'est juste parodique. il se passe rien. Mais bien sûr. Mais vous savez, donc, vous savez que à l'ancienne, donc dans les années 2000, il y a même des célébrités qui avaient besoin de visibilité, qui payaient des fausses paparazzades. Ah, justement pour avoir une d'une couverture, etc. Mais parce que ça, du clic, de l'argent, des produits dérivés et tout. Et donc s'il y a une partie du public qui s'offusque un peu de la presse à scandale, il y a quand même une autre partie qui attend chaque semaine son scoop et c'est comme ça que la machine s'alimente. De toute façon, il n'y a pas de public, il n'y a pas de scandale sans public, il n'y a pas de public sans scandale, tu vois, clairement. Bah ouais, du coup, parce que pour qu'il y ait un bon scandale, il faut de l'exposition. Et c'est humain parce qu'en fait, on est naturellement curieux de savoir qui fréquente qui, comme je le disais tout à l'heure, que ça soit au taf ou dans la vraie vie ou dans la vie perso.
par exemple, on a tous un ami, un collègue qui sait tout sur tout le monde. Ouais. Donc, est-ce que vous êtes cet ami ou ce collègue? Non, mais Comme vous, si vous l'êtes. cet ami ou ce collègue allait le dire en plus, genre oui. Alors oui, moi je suis la personne qui balance Je tout suis la taupe, sur tout le monde. Je suis la commère, la maquerelle en créole. Bah, c'est peut-être quelqu'un de nous trois. Chez Radio France en tout cas. Mais du coup, ouais, non, c'est un truc Non, de mais fou. du coup, aujourd'hui, n'importe quel faux pas peut être partagé au monde entier en quelques minutes. Et surtout même. avec Internet. Ouais. Bah ouais, parce qu'on peut même devenir célèbre suite à un scandale. Et faut être honnête, on prend quand même plaisir des fois à commenter ce qui se passe chez les célébrités parce qu'on pense être immunisé contre ce genre de catastrophe. Parce qu'en fait, on est confortablement installé dans notre anonymat et que nos histoires, elles auront jamais le même écho. C'est vrai que la presse People, elle va vraiment, vraiment très loin. On en parle pour Lady Di, la pauvre qui a clairement perdu la vie, ou encore Britney. Et certains ont su l'apprivoiser quand même pour qu'elle devienne un avantage. Bah, tu parlais des paparazzades tout à l'heure, des Exactement. fausses paparazzades. Et en vrai, avantagé, je sais pas si ça avantage une carrière, mais ce qui est sûr, c'est qu'une célébrité existe tant qu'elle vit un récit intéressant et tant que les médias le jugent intéressant aussi. Et quand il s'atténue et que, en fait, la célébrité, elle disparaît tout simplement. Et il y en a certaines pour qui les scandales, la vie amoureuse ou les comportements, tu vois, c'est un moyen de continuer à exister et à vivre. Et parce qu'en fait, une célébrité qui passionne, on va pouvoir vendre plein de produits dérivés sur elle, l'intégrer à des films, écrire des livres sur elle, enfin plein de trucs. Bah oui, parce qu'en fait, tous ces scoops, ils permettent d'avoir des sujets de conversation. Et ouais, parce que ça peut donner une base de conversation pour les conversations quotidiennes, tu vois, en mode mais t'as vu ce qui s'est passé, Jay-Z qui s'est fait frapper dans l'ascenseur. Et c'est d'ailleurs, en temps de crise, la presse à scandale, elle est très très populaire et elle réussit même à unifier les lecteurs ou les auditeurs en leur donnant des références communes. Donc même si aujourd'hui la presse People, elle est un peu morte, puisque les gens, ils lisent des magazines quand ils sont de passage dans des gares ou des aéroports comme Flo. Yeah. Et maintenant, en France, on a des blogueurs comme Aquababe. Aux États-Unis, on a TMZ, le blog. La base. Et en fait, eux, ils dévoilent les scoops directement sur Internet. Et c'est grâce à nous, en fait, les internautes, qu'on leur donne plein de Et moi, ça, j'aime pas, tu vois. Bah, ça, c'est chaud parce que... en fait, non, c'est la même chose que les paparazzis. Et en fait, maintenant, c'est nous, les nouveaux paparazzis. Et moi, clairement, si TMZ n'a pas dit un truc, je le crois pas. En fait, à partir du moment où ils ont dit Michael Jackson est mort et que Michael Jackson est vraiment mort, moi j'ai dit c'est bon, c'est crédible, tu vois. Léla, toi tu nous parles de la presse à scandale, moi je vais vous donner une petite info. Yes. Alors, est-ce que vous savez d'où vient le mot paparazzi? Parce qu'on en a, on dit ça. Paparazzi. Non. Paparazzi. Attendez, excusez-moi. Ma mère est italienne. On va vous faire un petit cours d'italien. Je vais vous expliquer. Oui, en fait, c'est un. Oui. Oui, exactement, Flo. En fait, c'est une référence à un personnage du film La Dolce Vita. Donc, oui, La Belle Vie. Ce film est sorti en 1960. Et en fait, il y avait un photographe indiscret dans le film qui s'appelait Corionallo Paparazzo. Vous avez entendu? Voilà, son nom de famille c'était Paparazzo. Et en fait, comme ce film il est entré dans la légende en tant que chef-d'œuvre du cinéma italien, et ben en fait le nom du personnage est resté dans le langage courant pour désigner un journaliste très indiscret. Sauf qu'en italien, le pluriel se marque avec la lettre I. Donc paparazzo, exactement, Senaro. Donc paparazzo est devenu les paparazzi. Exact. 2 ans après avoir été libérée de la tutelle exercée par son père, la chanteuse de 41 ans a sorti aujourd'hui ses mémoires, La femme en moi, dans une vingtaine de pays, traduit dans une dizaine de langues. Alors comment vous dire que c'est juste l'événement people du jour, surtout quand on sait à quel point tous les faits et gestes de Britney sont scrutés depuis des années. On en parlait tout à l'heure dans ta chronique presse people, Leila, mais les paparazzi. Les paparazzi. Voilà, du singulier paparazzo. Les paparazzi, la presse à scandale, ont gâché une bonne partie de sa vie à cause de sa trop grosse notoriété, la pauvre. En 2008, elle pète son câble et elle rentre sous la tutelle de son père, mais pour autant sa carrière continue. En 2014, elle entre quand même en résidence à Las Vegas où elle va se produire plus de 200 fois en 4 ans. Mais en 2019, tout explose encore quand elle est internée de force. Et à ce moment-là, c'est fou parce que c'est la mobilisation de ses fans qui va être appuyée par des enquêtes journalistiques et qui vont appeler à la libérer. Donc déjà, depuis 2008, ses fans, ils étaient clairement mobilisés. Faut dire qu'il y a des gens qui l'aiment au point de pleurer et de faire des vidéos de 4 minutes. Donc ils l'ont vraiment toujours soutenue et c'est très américain.
Justement, ça me rappelle un peu les fans de Michael Jackson devant le tribunal pendant ses procès pour pédophilie. Les gens ils étaient là avec une pancarte et tout, Free Michael, etc. Donc aujourd'hui, on parle de Britney et ses fans, ils ont carrément lancé un mouvement qu'on connaît absolument tous si on a eu vent de la saga People Britney Spears. Et c'est toi, Flo, qui va nous en parler. Ouais, justement, depuis sa mise sous tutelle en 2008, les fans de Britney sont mobilisés. C'est quoi le hashtag Le hashtag Free Britney. Ouais. Il a submergé les réseaux, même s'il a vraiment pris de l'ampleur 10 ans plus tard. Donc voilà, avec le podcast Britney Grams qui évoque les méga conspirations et les fans qui se sont mis à chercher dans ses posts des messages subliminaux d'alerte, comme avec l'histoire du top jaune. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Mais du coup, voir que si elle en portait un, c'était qu'elle était en danger en fait. Et le but dans tout ça, c'était de dealer avec le peu d'informations qu'ils avaient pour trouver du sens à son comportement super weird, genre sur ses réseaux. Et il y a eu de nombreux manifs aussi. Leave Britney Spears alone right now. C'est toujours la même vidéo, on vous a dit. C'est trop iconique, je voulais la mettre. Et pareil, après sa libération, mais plus pour exprimer de la joie du coup. C'est le même mec ? Non. Ah, ok. Non, ça c'était il y a 2 ans du coup. Et d'ailleurs, elle les a remerciés sur Instagram. Et ce mouvement collectif, ça a marqué la pop culture. C'est pas la seule à être devenue un objet de culte d'ailleurs. Justement, moi, ça m'a beaucoup fait penser... Genre, c'est quoi être fan à ce point-là ? Qu'est-ce qu'on projette ? Est-ce que vous avez des idoles pour lesquelles vous investissez, les filles ? Il y a des artistes que j'aime beaucoup, oui, bien sûr. Mais Ouais. m'investir, ça va pas ou quoi ? Ils payent mon loyer, ils font mes courses, mais jamais de la vie. Jamais. Alors moi, je vous le dis, je suis une bénévole. C'est comme ça que mon entourage m'appelle. Faut voir comme je peux défendre un artiste que j'aime quand on le critique, tu vois. Oui, ok. Et j'aime tellement certains artistes que je peux manquer un peu d'objectivité sur leur projet et tout, comme Hamza. Hamza, je l'aime tellement que j'ai du mal à dire quand il rate. Okay. Mais après de là, à m'investir, poster sur les réseaux... Ouais, mais ça, c'est une forme d'investissement. Justement, il y a plusieurs formes. Et quand on dit fan, on pense à Leave Me, enfin, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a plein de formes d'investissement. Et moi, je sais pas, j'ai l'impression de jamais avoir été vraiment fan. Enfin, je sais pas, j'avais pas de poster chez moi dans ma chambre d'ado et tout. Et en même temps, je me dis tant mieux parce que être fan, ça a une connotation archi négative dans le discours populaire. Ouais. Bah oui. Déjà, c'est vu comme le péché par excellence. Fan, ça vient du latin ficus qui désigne un serviteur du temple. Oh. Aujourd'hui, on est tout cours de langue. J'aime beaucoup. Ouais. Et du coup, il y a tout cet aspect vraiment sectaire qui est mis en avant avec les concerts en guise de grande messe. Ah, je peux pas. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça ? Il y a de plus en plus de ferveur du coup dans les concerts et on a aussi la passion pour un être charismatique avec du coup un lien très vertical et aussi le côté communauté qui fétichise parfois soit en accumulant des objets soit en suivant un mimétisme vestimentaire. D'ailleurs, John Lennon déclarait en 1966 que le christianisme était appelé à disparaître et que les vedettes étaient plus populaires que Jésus avant d'être assassiné justement par un fanatique. C'est quand même le comble, hein. Sachant que pendant longtemps, être fan, c'était clairement associé à une pathologie. Ouais, les psychologues, ils appelaient ces liens à sens unique des relations parasociales. Certains chercheurs parlaient même de rupture parasociale quand la relation elle prenait fin, du coup. Pour les chercheurs Donald Horton et Richard Wall, cette faculté d'aimer des gens qui ignorent tout de nous, en fait, c'était le résultat d'isolement social, voire d'anxiété, et ça offrait à ces personnes seules et marginalisées un sentiment d'appartenance sociale inaccessible autrement. Ça me fait flipper, je trouve ça oufissime. Bah, moi, je trouve ça triste quand même. Oui, mais en même temps, c'est plus du tout la vision qu'on en a. Oui, oui. Après, donc ça c'était à l'époque, mais aujourd'hui Ouais. les littératures scientifiques elles se sont détachées de ce stéréotype. C'est ça, justement, certaines relations peuvent être pathologiques, bien sûr, on parle dans ce cas-là d'érotomanie aujourd'hui, donc c'est ça, un trouble psy qui fait croire à la personne qu'elle est aimée en retour par la célébrité, justement. Okay. Mais en fait, ça n'a rien à voir avec le fait d'être fan, et c'est un phénomène qui n'a rien de pathologique, au contraire. Sachez qu'on peut être fan dès 3 ans, c'est vraiment à l'adolescence en général que l'on s'y plonge. En général, on prend comme modèle quelqu'un vers qui on souhaite tendre, et ça s'apparente à de la passion, en fait. C'est une passion qui semble immature à l'âge adulte, alors qu'elle permet parfois d'orienter des trajectoires de vie, comme celle de Julien. Par exemple, Julien, c'était mon prof de théâtre. À côté, il est comédien, mannequin et fan de Britney depuis 2008. Il avait monté un site et une radio à 13 ans pour faire résonner le mouvement Free Britney en France. Et pour lui, ça a joué dans sa carrière. Elle me donne beaucoup d'inspiration au quotidien, dans sa manière de performer, dans sa manière juste dans sa manière d'être, parce que c'est quelqu'un aussi qui est très grand au niveau musical, c'est une des plus grandes pop stars de l'histoire.
et qui est pourtant très humble. Et je trouve que ça donne, quand on la suit un peu au quotidien, quand on s'intéresse un peu à qui elle est vraiment, ça donne c'est une leçon de vie. Et ça donne aussi une question d'humilité. Et ça, j'apprécie beaucoup. Mais avant d'en arriver à là, il s'est déjà senti méprisé, plus jeune, pour cette passion, justement. Donc il y a cet aspect de folie. Et puis il y a aussi l'aspect, moi en tant que mec hétéro, qu'on retrouve un peu moins aujourd'hui, mais à l'époque, c'était « Ah, t'es fan de Britney, t'es forcément gay, t'es pas un vrai mec ». Et donc ça a été aussi un aspect qui a été longtemps difficile à vivre. Maintenant, ça va beaucoup mieux. Les gens prennent plus de recul sur ce qu'ils disent. Mais oui, complètement, ouais. Et c'est vrai qu'être fan de Britney tout court, et encore plus, c'est dénigrer, mais être fan aussi, c'est exprimer des émotions qui sont fortes dans la société. C'est pas très apprécié, comme le fait d'aimer fort, justement, peut-être en pleurer, d'être bruyant. Et ce qui est drôle, c'est qu'on accepte certains fans et pas d'autres, justement, peut-être les moins bruyants, les moins expressifs, au même titre qu'on accepte certaines idoles et pas d'autres. Être fan de Chopin, c'est être un expert ou encore un érudit, quand être fan de Britney, c'est être idiot. Pour le sociologue Gabriel Segré, c'est symptomatique d'une société du jugement. Il développait ce raisonnement dans le podcast Émotion de Louis Média. Moi, dans ce qui m'apparaît être un régime plutôt non pas de bienveillance et d'acceptation de l'autre, mais plutôt de rejet de l'autre. Donc je pense que ces fans, ils représentent quand même bien souvent une forme d'altérité, et que leur engagement, leur passion, les modalités d'expression de l'admiration, de la passion sont disqualifiées parce qu'elles ne correspondent pas aux normes de ceux qui bien souvent émettent ces jugements. Donc, autrement dit, n'ayez pas honte d'aduler des stars, c'est les autres le problème. Et si vous voulez commencer, n'hésitez pas à être fan de nous. Est-ce que vous, les filles, vous aimeriez avoir des fans ? Moi, ça me ferait flipper de ouf. Parce que si c'est pour mourir comme John Lennon, pardon, non, merci. Autant ça peut être cool. Enfin, au début, je pense que tu dois dire « Ah, c'est sympa, on m'aime bien, ah, on me reconnaît. » Et après, vas-y, tu peux plus sortir moche. Chelou, franchement, compliqué, je pense. Compliqué. Moi, des gens qui aiment trop l'émission, qui nous trouvent trop intelligents, trop intéressants, trop inspirantes, ouais. Mais des fans au niveau de Britney, là, archi pas. Moi, ça me fait peur. Même le délire d'être considéré différemment et qu'on n'ose plus rigoler avec toi comme dans la vraie vie. Moi, c'est un truc qui me gênerait, qui me saoulerait. Même je me dirais, putain, mais je suis toujours la même, s'il vous plaît, rigolez avec moi. Grave. Taquinez-moi. Et toi, tu veux des fans ? En vrai, j'ai un peu d'égo sur ça, je pense oui. Ah là là, bon, franchement les filles, vous êtes incroyables. Aujourd'hui, franchement, elles me font vraiment rire. Allez, comme dirait Pascal Obispo. J'existe d'être fan. Vous avez vraiment cru que j'allais pas mettre cette musique? Jamais d'avis. Comme le dirait Pascal Obispo en parlant de fans, les communautés de fans n'ont fait que croître grâce aux réseaux sociaux notamment. Derrière chaque star mondiale, on retrouve un nom et on retrouve un nom de communauté de stars. Et justement, on va faire un jeu et je vais voir si vous les connaissez. Ok? Alors, comment est-ce qu'on appelle les fans de Taylor Swift? Swiftie. Ok. Et là, me regarde en mode bitch, je regarde absolument, je t'écoute absolument pas ce qu'on fait, je t'explique. Voilà, donc, c'est ça mon problème. Ok. Je suis pas assez ouverte. 1-0 pour toi, Flo. Les fans de Rihanna. Les Navy. 1-1, merci Margot. Les fans de Lady Gaga. Little Monster. Yes, Leila, elle est en train de te fumer, Flo. Et alors là, c'est un sans faute direct, je vous dis direct. Comment est-ce qu'on appelle les fans de Beyoncé? Les Beehive. Quoi? Les quoi? B.I.V. Eh vas-y, ouais. C'est Leila qui remporte le jeu. Les Beehive. Oups. Elles sont incroyables. Les Beehive. Oui, les Beehives. Et alors, eux aussi, hein, attention, ils sont prêts à tout pour tenter chez elles. Il y a même une série inspirée d'eux qui fait trop peur. Exactement. Faites très attention à ce que vous dites, notamment sur Twitter, sur Beyoncé, parce que ces fans ne rigolent absolument pas avec vous. Les fans de Beyoncé ne sont pas vos camarades. Parlons mode, s'il vous plaît. Tiens donc, il semblerait que l'Afrique soit devenue un potentiel très prometteur pour les marques de luxe. Encore loin de la Chine, ok. Mais donc en fait, la Chine, elle devrait devenir le premier marché du luxe en 2023.
2025. Et bien figurez-vous que l'Afrique subsaharienne est aujourd'hui un marché en pleine expansion. Et oui, avant la pandémie du Covid-19 et l'inflation, le continent connaissait depuis quelques années une croissance de 10% par an. Pour l'horizon 2040, on imaginait déjà un vivier potentiel d'acheteurs de produits de luxe avec l'accroissement du nombre de ces millionnaires et l'émergence d'une classe aisée parmi les pays les plus riches comme l'Afrique du Sud et le Nigeria notamment. Mais pour autant, encore aujourd'hui, l'économie n'est pas morte. Et d'ailleurs, en avril 2023, le cabinet londonien de conseil en migration d'investissement qui s'appelle Henley & Partners a publié les classements annuels des cités et des nations africaines en rapport avec le nombre de résidents fortunés qui s'y trouvent. Alors, je vais vous donner le classement. Si l'Afrique du Sud se place toujours en tête de liste des pays avec 37 800 millionnaires, l'Égypte occupe la deuxième place du classement des pays avec 16 100 millionnaires et le Nigeria est toujours dans la liste en troisième place. Ensuite, on a le Kenya et le Maroc qui sont les 4e et 5e du top des pays avec respectivement 7 500 et 5 800 millionnaires. Alors ces caractéristiques représentent quand même une opportunité pour les maisons de luxe qui se positionnent déjà sur les territoires à fort potentiel. 2 marques se sont présentées l'année dernière en Afrique en décembre 2022. Il y a eu Dior au pied des pyramides de Gizeh en Égypte et Chanel qui a fait le show à Dakar au Sénégal. Alors concernant Dakar, le 6 décembre 2022, Chanel a mis à l'honneur le savoir-faire des artisans plumassiers, des brodeurs, des chapeliers avec sa collection appelée Métiers d'art. Mais moi en vrai, j'aimerais qu'on se penche sur un aspect bien précis et vous allez comprendre juste après. Pourquoi Dakar, où Chanel ne détient a priori aucun intérêt ? En 2022, le groupe a déclaré un chiffre d'affaires de 14,5 milliards d'euros. Il peut se permettre d'investir là où on ne l'attend pas, quitte à prendre le risque d'être accusé d'appropriation culturelle ou de néocolonialisme. Il a financé la rénovation de l'ancien palais de justice de Dakar, où se tiennent pendant 3 jours les festivités culturelles autour du défilé. Il se lance également dans un programme environnemental en soutenant les agriculteurs de Saint-Louis et de Casamance. Bref, un investissement tous azimuts. Tous azimuts. Alors vous avez bien entendu, Pascal Mourier, journaliste de chez France 24, il parle du risque de se faire accuser d'appropriation culturelle et de néocolonialisme. Alors c'est très intéressant parce que pour le coup, bien qu'il ait été organisé au Sénégal, et figurez-vous que le défilé n'a pas du tout inclus les artisans sénégalais. Les artisans sénégalais n'ont en fait pas participé. Mais ils devraient tout de même être célébrés pendant quelques mois, car Chanel prévoit de délocaliser à Dakar ses ateliers d'art pour un échange avec les acteurs locaux. Alors, dans la lignée de ce qu'ils font depuis des années. Ouais, bah venez pas chez... bref, moi ça m'énerve. En plus, on parle du Sénégal, donc bref, vous savez déjà. Alors maintenant qu'on se rend compte que l'Afrique devient un intéressant marché émergent pour le luxe, est-ce qu'on n'y verrait pas un peu d'hypocrisie là, les meufs ? Est-ce qu'on serait pas un tantinet opportuniste, hein ? Avant même de parler de l'industrie du luxe, juste pour parler du textile à proprement parler, est-ce que vous savez qu'en réalité, l'Afrique, c'est quand même le plus grand dépotoir de la fast fashion ? Justement, ouais. Flo, tu vas nous expliquer ça parce que c'est juste hallucinant. Ouais, mais déjà là, je sais pas vous, mais moi je trouve qu'il commence à faire froid. Ça donne trop envie de ranger son dressing, genre remettre les pulls bien en évidence et pourquoi pas trier ses vêtements d'été pour les donner. Mais est-ce que vous savez où est-ce qu'ils vont ces vêtements-là quand on les a déposés ? Dans des fripes, au secours populaire, chez Emmaüs. Bah moi je sais, c'est encore pire. T'es trop mignonne parce que en fait c'est hallucinant parce que par exemple si tu déposes tes affaires dans un conteneur de la Croix-Rouge par exemple, faut savoir qu'il n'y a qu'une seule benne sur 30 qui sera transmise à une boutique solidaire au hasard en plus et que le reste ça ira directement vers le centre de tri pour ensuite être vendu en Afrique. Et c'est difficile de se rendre compte, mais ça représente des quantités astronomiques de vêtements. En 2021, la France a exporté 60 000 tonnes de vieux vêtements vers l'Afrique. Ça fait 600 fringues par minute. Waouh. C'est énorme. Moi, ça me rend ouf, je vous jure. Parce qu'en fait, ce qui est censé être cool en principe, parce que soi-disant c'est du don, ça l'est absolument pas en vrai. C'est ça. Non, mais c'est merci, mais non merci. C'est vraiment un cadeau empoisonné. Ouais. L'Afrique, c'est comme l'arrière-boutique de la fast fashion, ou sinon c'est comme quelqu'un dont tu te fous de la gueule. Parce que moi, j'irais pas donner des vêtements troués à une personne que je respecte. C'est-à-dire que chaque semaine, c'est 15 millions d'articles de seconde main qui arrivent par conteneur pour être revendus du coup sur les marchés. Mais parmi toutes ces sapes, il y en a juste 40% qui est utilisable. Tout le reste, la qualité est trop médiocre. Joyce, elle est revendeuse. Elle s'est confiée sur ce manque de qualité au micro d'Hugo Clément pour France TV Slash. Dès que tu touches les vêtements, tu le sens tout de suite que ça va pas. Certaines robes sont trop chaudes pour notre climat. Bon, cette robe-là est bien, mais l'élastique ne tient plus. Donc pour la vendre, il faut que je la répare. Là, il y a des taches.
Ça va pas. Et c'est souvent comme ça? Oui, c'est souvent comme ça. La semaine dernière, dans la balle que j'ai... Et justement, ce lot-là, elle l'a acheté à l'aveugle pour finalement perdre son argent. Et Joyce, c'est pas la seule femme qui est précarisée dans ce contexte. Vous devez sans doute visualiser ces femmes qui portent des choses sur leur tête. Elles, ce sont justement celles qui transportent ces lots pour seulement 30 centimes. Donc en fait, pour 30 centimes, tu risques de te briser la nuque et d'en mourir. Et en plus, avec cet argent-là, ces femmes-là, elles vont pas bien loin. Donc du coup, ça les pousse à dormir dehors et subir beaucoup de violences. Mais quelle horreur, mais ça m'énerve, c'est un truc de fou. Du coup, quand les vêtements ne vont pas, est-ce que tu peux nous dire où ils terminent, qu'est-ce qu'ils font de ces vêtements-là? En fait, parfois, ils sont brûlés, ce qui nuit gravement à la santé à cause des fumées toxiques. Et la plupart du temps, ils sont simplement jetés dans la nature, abandonnés dans les quartiers précaires, puis acheminés vers l'océan. C'est-à-dire que par exemple au Ghana, on parle d'une dune artificielle de textile. Devinez de combien de mètres elle fait? 15. Ouais, entre 15 et 20. Ah mais ouais, elle fait 20 mètres de hauteur et moi ça me choque parce que c'est quand même la taille du sphinx de Gizeh en Égypte par exemple. C'est énorme. C'est littéralement la taille d'un monument en fait. Et justement, c'est l'un des moments un peu rares où je suis trop triste d'être en radio parce que c'est des images qui sont hyper impressionnantes et nécessaires. Et du coup, pour les activistes, il s'agit d'un colonialisme de déchets. Et face à ces conséquences, en plus, on sait très bien qu'ils n'ont pas les moyens de réagir. Pourtant, les dangers sont nombreux. Ouais. En fait, certains vêtements au contact de l'eau s'entremêlent et forment des tentacules qui peuvent aller jusqu'à 10 mètres de long. Vous imaginez une tentacule de vêtements de 10 mètres de long, on dirait vraiment un film apocalyptique. Ça fait un peu peur, là, j'imagine. Et en tout cas, ces tentacules, elles sont responsables de noyades, de l'altération des moteurs des bateaux aussi. Il y a les microfibres aussi qui sont avalées par les poissons. C'est hyper dangereux parce que après, ils sont mangés par la population. On peut aussi parler du fait que les tortues savent même plus où enterrer leurs œufs, ou encore du fait que ça favorise des inondations et donc là, prolifération des moustiques, vecteurs de maladies. Bref, c'est un énorme problème de santé publique. C'est quand même ouf, parce que je rappelle qu'on nous fait croire qu'à la base, ça part de gens qui donnent. Ouais, alors ça part d'une bonne intention, genre. À la base des bases, ça part de gens qui surconsomment, en fait. Et justement, le fait de le rendre visible doit absolument résoudre ce problème de la surconsommation mondiale. L'idée, c'est qu'on déculpabilise de nos excès, soi-disant parce qu'on donne aux pauvres derrière. Mais rappelons que, en fait, non, le recyclage, c'est une solution partielle et elle sera jamais plus efficace que produire moins. Alors toutes ces réalités dont toi tu parles, Flo, et ces images choquantes que malheureusement on peut pas voir en radio, mais donc ces images de quantité de déchets textiles qui polluent l'Afrique prouvent qu'en fait les marques de mode doivent améliorer leur chaîne d'approvisionnement en amont. Alors je sais que Greenpeace les pousse quand même à intensifier leurs efforts pour réduire drastiquement les impacts catastrophiques de tous les produits en fin de vie. Bon, il y a encore des efforts à faire. Et après il y a aussi du côté de l'Union européenne, puisqu'ils ont une nouvelle stratégie textile, ils entendent quand même de monter un plan qui vise à interdire l'exportation de déchets textiles contre la promotion de vêtements durables et réparables. Alors c'est un bon début, mais en tout cas ça sauve pas l'Afrique là aujourd'hui. Donc ce qu'il faut là, c'est clairement une réglementation de l'industrie de la mode. Il faut que cette réglementation, elle soit établie au niveau international par le biais d'un traité mondial, parce que sinon en fait rien ne va changer. Ouais, c'est ça. C'est hyper triste. Avec les filles, on a décidé de vous parler de l'industrie du luxe qui s'invite en Afrique, le nouveau marché émergent à ce qui paraît. Concernant la mode africaine, vous savez, elle est extrêmement riche de savoir-faire artisanaux et surtout la mode africaine, elle est riche de son histoire. À une époque où la mode made in Africa n'intéressait que très peu de monde, on observe que maintenant, à ce qui paraît que l'économie est en cours de diversification et qu'elle permet l'émergence d'une classe moyenne, voire même bien aisée, et ben Africa is the new chic, Africa is the new black, Africa is the new place to be. Donc tout à l'heure, j'ai parlé du défilé Dior au pied des pyramides de Gizeh et celui de Chanel à Dakar, mais il s'avère qu'il y a même de plus en plus de boutiques de marques de luxe sur le continent. Leïla, tu vas nous en dire plus. Bah ouais, parce qu'on a Louis Vuitton, Ralph Lauren, Burberry, Cartier qui se sont installés donc en Égypte ou encore au Maroc. Mais bon, c'est encore très timide parce qu'on parle d'une boutique dans des villes favorisées avec beaucoup d'expatriés européens. Mais ce que je remarque surtout, c'est que les marques, elles collaborent maintenant avec des artisans africains en les créditant. Ouh là là, ça n'a pas toujours été le cas. Ça n'a pas toujours été le cas. Bah ouais, parce que l'Afrique, elle a longtemps été pillée de son art. Et chez les grandes marques de luxe occidentales, l'appropriation culturelle de modèles, de tissus ou de savoir-faire africains, ça a été monnaie courante pendant des années. Et plus récemment, on l'a vu avec le scandale des mannequins soudanaises, qui n'a pas assez fait de bruit selon moi. Exactement, d'ailleurs tu vas nous rappeler l'histoire. Ouais, en fait c'est une enquête du Sunday Times qui a révélé que des grandes agences de mannequins recrutaient dans un des plus grands camps de réfugiés du monde, donc au Soudan, des mannequins. Donc, et ces agences-là, elles leur promettaient de quitter la pauvreté
et pour au final juste les faire travailler sur une campagne ou une Fashion Week et ensuite les renvoyer dans leur pays, donc sans les avoir payés. Et des fois encore pire parce qu'en fait on leur demandait de rembourser les frais qui avaient été avancés pour elles. Waouh, mais tu vois, j'en avais pas entendu parler, je suis très contente de le savoir maintenant. Mais Tu vois, c'est exactement ce que tu disais tout à l'heure, Flo. En fait, on prend les gens pour des cons. Oui, littéralement. mais c'est ça. Clairement, et on joue sur leur naïveté surtout, Ouais. c'est horrible. Et on Et leur c'est promet assez monts et merveilles. représentatif en fait de ce qui se passe en Afrique. On Bien utilise sûr. ce qui nous intéresse sans jamais créditer ou reconnaître. Et donc après avoir épuisé l'Asie et l'Amérique latine, les marques de luxe, elles cherchent une nouvelle forme d'exotisme. Donc le continent africain, il inspire les marques plus que jamais. Donc si t'es une entreprise, on a un peu l'impression que si tu commences pas à miser sur l'Afrique aujourd'hui, bah tu rates, tu vois. Et ça, c'est aussi dans tous les domaines. Fort heureusement, il y a quand même de plus en plus de marques africaines et d'initiatives de la mode africaine. Ouais, et ces marques et ces créateurs africains, ils œuvrent pour que le continent il soit plus du coup la poubelle de la fast fashion, comme tu parlais, Flo, tout à l'heure. Et bref, donc ils œuvrent aussi pour promouvoir des talents, donc les talents des couturiers, des tailleurs, des tailleurs locaux. Et depuis plus de 10 ans, le Nigeria, il accueille des événements fédérateurs dans la mode comme le Heineken Fashion and Design Week, l'Africa Fashion Week. Et plus récemment, on a la mise en place de la Fashion Week de Dakar. Yes. Donc voilà, qui accueille des créateurs africains qui ont souvent été absents du coup des Fashion Week occidentales. Parce qu'en fait, c'est qu'en 2020 qu'on a eu le droit au premier défilé d'un couturier africain dans un de ces événements. Et c'était à Paris. Et c'était celui du créateur africain nigérian Kenneth Ize. Et malgré tout, tu vois, ça a donné une crédibilité quand même à toute une génération de couturiers africains qui s'émancipent des dictats coloniaux et qui revendiquent une identité culturelle forte. Après, il y a un nouvel enjeu, c'est de trouver une clientèle africaine. Et ouais, parce qu'en fait, c'est que le début, mais la moitié de la population africaine est âgée de moins de 20 ans aujourd'hui et 50 villes comptent plus d'1 million d'habitants. Donc c'est un bassin de consommateurs énorme et qui va se développer dans les prochaines années. Donc le créateur, il gagnerait à tout miser sur cette jeune population locale. Et l'artisanat autour du textile, c'est quand même une des forces de l'Afrique, que ce soit le savoir-faire en couture ou encore les tissus. La mode, elle est quand même très importante pour les populations africaines ou même les diasporas dans d'autres pays. Et en fait, à un moment, surtout avant, ils consommaient pas du tout de marques locales et ils se tournaient plus vers les marques occidentales parce qu'ils les considéraient quand même plus prestigieuses, plus sobres et plus luxueuses, on va dire. Parce que c'est marrant, parce qu'en fait, dans l'imaginaire collectif, la mode africaine, c'est de la couleur et du wax. C'est ça. Donc stop, s'il vous plaît, au cliché des robes d'XXL et des wax colorés. Ce n'est pas que ça. Les créateurs y puisent dans leurs racines, certes, mais ils ont autant de subtilité et de technique qu'un Dior ou qu'un Chanel. Il faut juste arrêter de décrédibiliser tout ce qui n'est pas européen, en fait. Et aujourd'hui, toute l'attention, elle se porte vers de jeunes créateurs comme Lawrence Airline, Kanté Gentleman, Amajo ou encore Katouche, donc qui ont fait briller la mode africaine en mars dernier à Paris, d'ailleurs. Et eux, en fait, et bien d'autres, ils sont bien décidés à défendre la richesse de l'artisanat et de la créativité cachée derrière le Made in Africa. Et tout ça en prenant en compte donc les questions éthiques et écologiques, en puisant dans leurs multiples références pour créer des modèles toujours plus inspirants. Et en plus, peut-être que le prochain Saint-Laurent ou Christian Dior, il est en Afrique. Hein. Qui sait Qui sait, c'est possible. Moi, en tout cas, je suis contente de voir que la mode africaine est en train de prendre sa revanche. En tout cas, en fait, la mode africaine a toujours existé, mais de voir qu'elle prend vraiment de la place. Et même qu'elle est crédibilisée et qu'on voit plus ça comme un déguisement. Tu vois, même quelqu'un habillé en vêtements traditionnels qui va à une fête ou qui va tout simplement. C'est impensable qu'un mec aille à un entretien d'embauche en boubou, alors que c'est un vêtement qui est considéré comme classe ou comme super élégant dans certains pays. C'est clair. Ça et prouve tout, en fait. C'est cool parce que tu vois, aujourd'hui, la mode africaine, elle prend de la place et ça lui évitera aussi de se faire voler son travail. Parce que je sais qu'il y a un nombre incalculable de marques africaines qui se sont fait voler leurs idées par les grandes maisons. Mais moi, j'ai 2 histoires à vous raconter. En 2017, c'est la créatrice sénégalaise Sarah Diouf qui a découvert dans une collection de Yves Saint Laurent un sac à main qu'elle avait créé. Juste un jour tu te réveilles, tu vois que Saint Laurent a piqué ton idée. Mais surtout qu'ils sont 3 fois plus gros que toi et qu'ils vont capitaliser sur ton idée sans dire ton nom. Et en plus, toi, tu vas être en perte parce que tu pourras plus l'utiliser. Ah bah bien sûr. Et puis ils ont l'argent pour tout ce qui est procédure judiciaire, etc. J'ai une autre info aussi. Depuis 2018, les membres de la tribu des Maasai du Kenya, qu'on connaît tous, ont décidé de prendre des initiatives pour protéger et monétiser l'image culturelle de leur communauté en faisant déposer leur marque. En fait, ça va 2 minutes de se faire voler les motifs de leurs habits traditionnels par des marques comme Louis Vuitton, entre autres. Vous avez déjà entendu des histoires aussi de marques qui volaient le concept
de pays, même si c'est pas que l'Afrique, hein, mais d'autres. Après, moi, je sais pas si ça va avec ça, mais c'est plus que j'ai une amie du coup qui a un mec. Ce mec a une sœur. Ok. Ils ont une grande famille. Et en gros, cette femme-là, elle fait du business où elle va acheter des tissus vraiment pas chers en Afrique pour les vendre à des prix exorbitants ici. Et je trouve que ça se rejoint parce que c'est un peu. Je prends ce qui m'intéresse dans ton pays. C'est ça. Je le revends à des prix exorbitants. Alors, en fait, tu fais du dropshipping avec du vrai savoir-faire. C'est ça. Ouais. Leïla, aujourd'hui, t'es inspirée. C'est clairement ça. Ouais, et si je puis me permettre, elle est d'origine africaine. Elle est blanche, justement, tu vois. Et... Allez, encore plus ce truc de néocolonialisme. Ouais, ce sera le mot de la fin. Les filles, on a passé une très très bonne émission aujourd'hui. Il y avait une très 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 bonne ambiance. La pluie et le beau temps, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Luna, Youssef, Nico à la régie de nous avoir accompagnés sur l'émission du jour. Merci. Si vous avez kiffé les sujets du jour, sachez que vous pouvez nous écouter en podcast sur le site et l'application Radio France. Merci à tous d'avoir répondu présent. Les filles, je vous demande pas, est-ce que vous avez passé un bon moment? Leïla, tu vas dormir là? Je vais dormir là avec Kiki 92 qui représente. On se retrouve comme d'habitude mardi prochain sur Move à partir de 19h pour une nouvelle émission So Sweet, So Chill.